Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle masterclass, nouvelle émission du dimanche avec Capet, comment ça va? Bah écoute, ça va, et je vais ouvrir le bal en posant la question à tout le monde. Est-ce qu'on continue de faire les lives le dimanche à 19h? Est-ce qu'on les fait dimanche plus tôt? Ou est-ce qu'on passe sur un format le lundi? Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait des années et des années qu'on fait ce live le dimanche. Et peut-être que ça peut être pas mal de profiter de notre week-end d'un côté et de maintenir un lundi, par exemple, ou peut-être faire ça plus tôt, puisqu'il y a souvent des choses qui se passent vers dimanche soir. Qu'est-ce que t'en penses? Je Et pense le que ça dépend chat. des gens, hein. Après, j'avoue que, en fait, le dimanche, je pense que ça peut être limite mieux de le faire un peu plus tôt, genre limite à 18h Ouais, le dimanche. Comme ouais. ça, on a notre soirée, nous, et les gens aussi. Mm, Comme ça, ils peuvent regarder mm. le match, s'il y a un match, un film, s'il y a un film, ou sortir. Mais Ouais. qu'est-ce que vous pensez de le faire peut-être le dimanche à 18h plutôt que 19? Je suis curieux de voir ce que les Yes. gens pensent. Il y a des gens chauds pour le lundi, il y a des gens chauds pour le dimanche 18h. Il y a de tout, tu vois. En vrai, il y a de tout. Pour vous donner un peu de contexte, moi j'ai 2 heures de plus et c'est vrai que ça me fait attaquer à 21h et je commence à être un peu KO. Donc l'idée c'est d'avoir un peu plus d'énergie pour les émissions tout simplement et puis vous laisser profiter de vos émissions du soir aussi. Et puis Ouais. d'enchaîner avec Asher aussi sans qu'on ait les deux lives en même temps, j'ai envie de dire. Donc ouais, dimanche 18h, ça peut être pas mal, je Ouais, pense. je vois que les gens sont chauds pour les deux. Je pense que je vois plus de dimanche 18h que de lundi, mais il y a quand même du lundi. Après, lundi, vous avez la rediff, hein, dans tous les cas, les potes, hein. Lundi, il y a la rediff, c'est ça. Ouais. Lundi, il y a la rediff. Bon, on fera sûrement ça pour les prochaines émissions. Donc voilà, ça c'était l'introduction. On a pas mal de mouvements sur les marchés liés aux tarifs douaniers. T'as suivi un peu ce qui s'est passé, toi, Léo, ou pas? Je sais pas, il y a plein de choses qui sont pas ultra claires. Enfin, il y Ouais, a Trump qui, enfin, il y a les tarifs douaniers qui ont été remis en cause par, je sais pas si c'est la justice, enfin, ou en tout c'est cas, genre, ça, en un interne juge. dans le pays US, ça a un petit peu bardé. Et puis en même temps, on a eu Trump qui nous a dit que la Chine ne respectait pas les tarifs qui avaient été négociés. Bon bref, la même merde que chaque semaine, c'est-à-dire on nous annonce des trucs et puis c'est faux et puis Et encore puis un c'est autre. rétropédale, c'est Et ça. puis au final, ça va. Enfin, en tout cas, Ouais, c'est l'impression que ça donne. Les marchés ont pris un petit peu de tarif, en tout cas, ont corrigé légèrement, mais franchement, ouais. tu dézoomes, par exemple, quand tu regardes, je vais montrer mon écran un petit peu comme ça, on peut montrer ça, mais quand tu regardes le S&P, bon, est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un ralentissement ou quoi que ce soit? Bon, à la limite, on est dans une consolidation après un énorme rebond, mais si je dézoome, on est plus proche de faire un ATH qu'autre chose, quoi. Alors après, évidemment, Hmm. genre on est vraiment sur un niveau corsé dans le sens où bah, on est super proche du dernier all-time high et donc c'est une zone assez idéale pour pas mal de gens pour prendre des profits. Mais d'un point de vue S&P, à la limite, on voit une consolidation après un énorme rebond et j'ai envie de dire sur BTC, c'est plus ou moins la même chose, tu vois. Enfin, euh, je pense que je pense que juste là, c'est un moment pour faire chier les gens, tu vois. Je pense que Ouais, c'est un moment complètement. pour essayer de remettre en cause les convictions des gens, et essayer de faire en sorte qu'ils fassent un peu n'importe quoi. Mais fondamentalement, cette correction actuellement de 112 000 à 105 000 ne change rien. D'autant plus que quand on regarde en weekly, bah voilà, on a testé l'ancienne résistance ici au weekly en support jusqu'à maintenant. Je dis bien jusqu'à maintenant. Donc voilà, moi je vois pas énormément de choses inquiétantes et c'est pour notre bonheur personnel, je l'espère. On va voir, Oui. mais ouais. Ouais, bah de toute façon, on va en parler dans cette émission, mais comme tu dis, d'abord il y a eu les tarifs douaniers mis en place. Après, il y a eu à chaque fois de pays à pays des négociations. Ensuite, on nous dit que les tarifs sont plus actifs. Ensuite, on nous dit que il y a Trump qui fait appel. Au final, comme ça fait appel, bah les tarifs ils restent en place, mais au 5 juin, eh ben, il y a un juge qui va décider si l'appel est pris en compte ou alors si on arrête tout, etc. Et il y aurait une décision qui serait donnée peu de temps après le 5 juin. Donc en fait, potentiellement, on va entendre encore tout et son contraire cette semaine, avec le 5 juin une info, et puis peut-être le 6 ou le 7 encore une autre info, et ça va swinger en fait. Et je pense que la finalité, c'est que les tarifs vont rester, hein, tout simplement. Bah, en fait, c'est un peu le schéma. Attends, je vais remettre mon écran. Mais c'est un peu le schéma qu'on a. Enfin, j'abuse de malade, hein. J'abuse de malade. Mais c'est un Hmm. peu le schéma qu'on avait eu avec Trump en mode plus il fait des annonces,
moins elles ont moins les annonces ont d'effet, tu vois. Genre, on finit sur un truc comme ça en termes d'effet, quoi. Genre, c'est-à-dire que au début, genre, on a un énorme effet, et puis après, à chaque annonce, les effets baissent de plus en plus, et en fait, le marché dose par rapport à ça. Alors après, évidemment, s'il fait une grosse annonce, ça aura encore plus d'impact. Mais j'ai un peu la sensation, personnellement, dernièrement, que moins suivre ces choses-là, c'était pas plus mal, quoi. Enfin, je regarde ces choses en fond, etc. Mais actuellement, il n'y a rien qui change de mon côté d'un point de vue positionnement. Les taux n'ont pas encore baissé. Les marchés boursiers sont quasiment au plus haut. BTC a fait un ATH récemment. Et maintenant on consolide. Donc je pense qu'il faut juste prendre son mal en patience, parce qu'en fait on est un peu dans une sorte de... Bon, il y en a un, je vais le ban là, parce que... Ouais, je vois qui c'est, tu peux y aller. Ouais. Il est chez toi en plus. Il m'a vraiment fatigué là. Il était venu pour ça. Hein. Ciao pote. Ciao. Il était venu pour ça. Voilà. Mais du coup en ce moment en fait on est dans un marché qui est bizarre, parce que en fait il se passe quand même beaucoup de choses. Oui. Mais en même temps, il se passe... On reste beaucoup sur notre fin. Des altcoins, en fait. J'ai l'impression qu'on est en bull market, genre indice boursier, BTC et quelques exceptions, tu vois. Donc on a vraiment un contexte super bullish, genre sur les major assets, y compris BTC et même la tech US, etc. Mais du point de vue des altcoins et de tout ce qui est autour de Bitcoin, en fait, ça décolle pas. Et c'est un peu ce que je montrais, en fait... sur Twitter tout à l'heure, je me permets de remontrer mon écran encore. Mais c'est notamment quand tu regardes le Overs. Donc le Overs, c'est la capitalisation totale du marché crypto en excluant le top 10. Regarde où on est, tu vois. C'est-à-dire que tu as un BTC où c'est genre la fête, on fait des ATH, genre tout est bullish, etc. Et puis d'un coup, tu regardes les altcoins et tu vois ça. Où genre globalement, on est 2 à 3 fois en dessous de ce qu'on devrait être si on était totalement corrélé à Bitcoin. Enfin, globalement, graphiquement, tu vois. Beaucoup plus corrélé à Bitcoin et pas en train de sous-performer. Donc en fait, on est dans une sorte de... J'ai rarement vu l'écosystème comme ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plein de changements de paradigme, mais en même temps, on est en marché haussier, mais tout le reste ne décolle pas, et il y a des news intéressantes, mais elles en profitent pas vraiment aux altcoins, ou en tout cas les bacs des gens. Donc en fait, moi personnellement, ça me dérange pas. C'est juste que, en fait, même d'un point de vue narratif, en fait, il y a pas de narratif, quoi. Enfin, complètement. En fait, c'est comme d'hab. En fait, les narratifs, on les connaît, mais le prix suit pas. J'ai envie de te dire, narratif, on connaît, tu sais, c'est Real World Asset, sauf que on attend du nouveau à ce sujet-là, tu sais, de Ando, de Plume, de plein de projets. Les Real World Assets, ils sont là, quoi. Mais on peut pas spéculer dessus. C'est la capitalisation des stablecoins, quoi, ça. Des stablecoins, ouais. Donc il y a Real World Asset. Après d'Epine, tu vois, narratif d'Epine, on reste vachement sur notre fin, hein, tous layer one confondus, il y a rien de très intéressant. Tu sais, t'as pas par exemple une entreprise Web 2 qui dit vas-y, je me branche à une blockchain et puis et je fais du sérieux, ou alors un engagement communautaire pour que ça se fasse. Donc c'est difficile de spéculer sur quelque chose parce qu'il y a rien de très excitant. Les prix sont pas excitants du tout sur les alts, surtout. Et price is king, donc forcément, si les alts ça monte pas, les gens ils perdent en intérêt. Moi le premier. Hein. En fait, pour moi, genre là, ce qu'on voit d'un point de vue marché. Alors attends, je vais juste montrer. Je vais juste montrer mon écran. Je suis en train de montrer un truc un instant. Tac. Voilà. Non, on voit mon écran, non. Bon, tout est bugué. Mais en gros, genre si tu regardes la recherche buy crypto, genre on est au plus bas, quoi. Même si tu recherches crypto, on est au plus bas. Et pour moi, ce que ça montre, on est sur les mêmes niveaux que pendant la faillite de FTX en 2022, quoi. Donc en fait, pour moi, ce que ça montre, c'est que en fait, qui a gagné ce cycle, c'est les institutionnels. Parce qu'en fait, si tu regardes globalement les stablecoins, il y a une demande énorme, BTC au plus haut, mais à côté de ça, tu regardes les altcoins, on est super bas. Attends, on voit pas le bon écran, je pense. Et tu regardes globalement les cryptos et les altcoins et l'intérêt pour les altcoins, et c'est super bas, quoi. Donc en fait, genre si tu fais la conclusion de tout ça, c'est en fait c'est les instituts qui drivent ce marché, qui sont prédominants, et pour l'instant les retail, les particuliers sont en retrait. Et donc, tout ce qui est lié au retail ne performe pas, et tout ce qui est lié aux instituts performe. Enfin, moi, c'est l'analyse que j'en fais qui est très simple. C'est tout. Ah oui, mais complètement.
Alors après, tu pourrais me parler d'Ethereum qui a un ETF mais qui performe pas trop, il est vrai. Mais là, ce que je vois, c'est juste de la demande d'énormes fonds, d'instits, etc. Et un milieu qui est en train de se réguler, qui est en train d'avoir des cadres, qui est en train de grandir. En soi, les retails ne sont plus du tout là. Enfin, la crypto n'est plus hype, quoi. Genre, c'est plus un truc qui, en tout cas, pour le moment, intéresse les gens. Et j'ai quand même tendance à croire que c'est quand même incroyable. Enfin, même, je regardais par exemple BTC. Je vais repartager mon écran. Hop, tu vois. Genre, on est sur un all-time high, en tout cas assez proche. La dernière fois on était parti en découverte de prix, on était passé au-dessus de 25, voire 35% annualisé sur Bitcoin. Quand tu regardais les funding rates, là, on stagne à 6, 7, 8%, quoi. Donc, en fait, ce que ça montre, c'est qu'il n'y a aucune euphorie. Mais pour autant, bah, en fait, le marché est en train de croître, et notamment d'un point de vue instit, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est pas plus mal parce que, en tout cas, moi, j'ai des bagues qui vont avec, donc c'est cool. Et puis, en même temps, ça permet de souffler et d'avoir des choses qui sont pas uniquement liées à de l'euphorie. Mais c'est vrai que c'est ultra frustrant si tu joues la méta de, les retails vont revenir, les altcoins vont exploser et que tu paries sur ça, quoi. Je pense complètement. Moi, c'est mon pire cycle, hein, clairement. Et en plus, je te coupe. En plus, ce qui est particulièrement frustrant, c'est que tu vois, d'habitude, on est quand même sur un marché qui aime spéculer par rapport à des parallèles Web 2. Tu sais, comme le gaming, l'IA et tout. Et à l'exception de BitTensor, tu vois, même crypto IA, c'est le néant absolu. En fait, je pense que le graphe que je te montre il est ultra clair, tu vois, c'est une image vaut 1000 mots. Ça, c'est le graphique de la capitalisation des altcoins divisé par BTC. Donc, ce que ça montre, c'est que globalement, depuis mi-2021, donc depuis 4 ans, la majorité des altcoins n'ont pas réussi à surperformer Bitcoin. Genre depuis 4 ans. 4 ans, c'est long, hein. Je sais pas si on va aller. Ça fait 4 ans que ça n'a aucun intérêt de se positionner sur les altcoins dans la majorité. Alors, évidemment, il y a des exceptions. On parlait de Tao, on parlait de Hype. Il y a eu des petits mouvements aussi, des petites narratives à certains moments. Mais moi, ce que ça me montre, c'est qu'il n'y a vraiment aucune euphorie et que pour l'instant, il n'y a toujours pas le feu au lac pour se positionner sur des altcoins, quoi. Donc, ça me dérange pas, mais c'est juste un nouvel univers dans lequel on surfe parce que je crois une sous-performance aussi longue, c'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps, quoi. Enfin, après, on a peu d'historique pour vraiment comparer, mais on a été habitué à quoi, à 2-3 années de sous-performance avant d'avoir un énorme rebond, mais voilà, quoi. Et là, pour le coup, là, c'est overs, donc tout ce qui est en dehors du top 10 divisé par BTC. Et là, on est sur une trade line. C'est effrayant. Mais même ce qui est effrayant, c'est que là, genre, on est au niveau des plus bas sur les altcoins en paire BTC par rapport à... Enfin, on est sur les mêmes plus bas qu'en 2018, 2019, 2020, 2021, quoi. Genre, c'est-à-dire que les altcoins, globalement, sont inexistantes par rapport à BTC. Genre, mais pourquoi reste sur ça, c'est hyper intéressant ce que tu montres. Parce que tu vois, je vais juste faire le sentiment, vraiment le sentiment fait le prix fait le sentiment. Mais quand tu fais top de 2018 jusqu'à 2021, tu te dis qu'il s'est quasiment rien passé à l'exception de la DeFi. C'est DeFi Summer et compagnie. C'est ce que tu peux voir en 2020 d'ailleurs. Et après, tu vois, il y a eu toute la mouvance DeFi sur la BNB Chain, DeFi sur Solana, NFT, tout ça, drivé par FTX qui en faisait des caisses de concert avec Binance où tu avais un peu cette concurrence positive où ça poussait tout le monde vers le haut. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. T'as pas de grand gourou de marché. À part sur des meme coins, en fait. À part sur des trucs de merde, tu vois, des Yaps, Kaito, des Lupio, des trucs... à chier. L'audio, pardon, pas Lupio. Ouais, l'audio, ouais, j'ai suivi un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, mais il y a rien de... Après, c'est compliqué à dire, parce que peut-être que si on était dans une euphorie du retail et que ces choses sortaient à ce moment-là, peut-être qu'on serait en mode c'est la nouvelle révolution, tu vois. C'est une question de contexte, mais je sais pas, franchement, tout ce que ça montre, c'est que pour l'instant, les altcoins, c'est inintéressant. C'est... Complètement. Et honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas été sur ces graphes-là, notamment le graphe Overs. Mais quand je l'ai ouvert, je te jure, j'ai une crise cardiaque. Parce que je me suis dit que, vas-y, overs, je pensais qu'on allait être proche de la TH, tu vois, qu'on allait être dans ces eaux-là au moins un peu, quoi. Absolument pas, quoi. Et si tu regardes, par exemple, par rapport au pump post-élection de Trump, donc tout ça, on a quasiment tout retracé sur les alts. Alors que si tu regardes sur BTC, les élections, c'était là, alors qu'on a retracé une bonne partie, mais on a instantanément rebondi. Donc, d'ailleurs, quand tu vois BTC faire ça et overs faire ça, waouh,
c'est effrayant. Et J'ai une question pour toi, Léo. dis-moi. Toi qui regardes beaucoup du coup les volumes DEX versus SEX par le biais de hype, etc. Les volumes se sont effondrés en spot et en perp sur les exchanges où ils s'en sortent un peu. En gros, ma question c'est, les exchanges, ils ont un intérêt à ce qu'il y ait du volume, de la volatilité, etc. Mais aujourd'hui, ils poussent que des projets entre parenthèses de merde, parce que de manière générale, le marché ne fait que lister de la merde et des meme coins. Donc ça donne quoi niveau volume? Genre, j'ai pas les volumes. Attends, faudrait que je check. Je vais essayer de checker. Est-ce qu'il n'y a pas les volumes quelque part? Ah, voilà. Ouais, si je l'ai. Je partage mon écran. Sur vélo, ouais. Ok. Ouais, sur vélo. J'espère que ça va charger, parce qu'après, j'ai mis un an, donc c'est pour ça qu'il est pas très content, je crois. Alors, laisse charger, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, vélo qui est parfait. Donc, d'un point de vue volume, en soi, donc là, après, on parle là, c'est sur un an, du coup. Techniquement, les volumes, ils ont explosé depuis l'élection de Trump, globalement. C'est ici, là, où on a eu le gros pic, là, cette élection de Trump. Et en vrai, les volumes se maintiennent bien, en fait. Et en plus de ça, les DEX prennent des parts de marché sur les SEX. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment en train de bump. Mais le truc, c'est que, en fait, j'ai l'impression que les exchanges eux-mêmes n'ont rien d'intéressant à vendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est un peu leur rôle aussi de pousser des projets, tu vois. Mais le truc, c'est que le constat, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a rien, ou alors qu'on valorise que de la merde et qu'on étouffe ce qu'il y a d'intéressant. Je sais pas. En fait, c'est toujours la même chose. Là, on est dans une économie où les taux sont hauts, quoi. Donc, c'est compliqué. Enfin, genre, emprunter de l'argent, ça coûte cher. T'as une inflation qui a bien baissé, mais qui pourrait rebondir. Enfin, genre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas du tout dans des contextes similaires d'un point de vue macro par rapport à ce qu'on a vécu sur les précédentes alt-seasons. Les précédentes alt-seasons, globalement, c'était des taux super bas ou à zéro, quoi. Enfin, ouais. Faudrait que je regarde. Alors, je vais regarder ça. Je pense que ça peut être très intéressant de superposer overs. Allez, je vais superposer le total 3 divisé par BTC, qui est globalement, allez, overs. Allez, là, c'est overs divisé par BTC. Donc, globalement, c'est les altcoins. Et je vais superposer les taux 1 an des US. Et donc, tu vois que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, dès qu'on a eu des taux, genre, super bas, c'est le moment où, genre, là, t'as commencé à avoir ton run-up. Bon, après, il y a eu Covid. Et puis, c'est le moment où ça a énormément décollé, quoi. Et depuis que les taux ont augmenté, en fait, juste, ça sous-perf, quoi. Genre, l'instant même où les taux ont commencé à augmenter de manière drastique, c'était le top des alts en pair BTC. Je pense que en gros, dès que les taux sont au-dessus de 2%, 2,5%, ça fout le blanc. Ouais, dès qu'il y a un reversal qui est assez significatif, quoi. Et donc voilà. Après 2017, j'aurais tendance à dire que c'était différent dans le sens où c'était la découverte de la blockchain et des cryptos pour la majorité des gens, etc. Mais ouais, là tout ce que ça montre, c'est que tant qu'on n'a pas une baisse prolongée des taux et que on n'est pas dans un environnement où ça coûte peu cher d'emprunter de l'argent, je pense pas que les altcoins vont spécialement performer, quoi. Et les taux, ça devrait arriver cet été, juillet, août, peut-être, c'est ça? Je crois que c'était 1 à 2 baisses de taux cette année, a priori, de ce qui était pricé. Faudrait que je regarde ce que disent les analystes et ce que disent les sondages. Mais j'ai l'impression qu'en fait, j'ai surtout l'impression qu'on s'attendait à ce que les taux baissent plus et que du coup, il y a une sorte de déception, quoi. Parce qu'au début, on parlait de 3-4 baisses de taux cette année. Au final, on en a toujours pas eu aux US, je crois. On n'en a pas eu. On n'en a pas eu. Qu'on en a eu. Et Trump est très fâché. Trump est très fâché, mais après, c'est mérité, dans le sens où tu as les tarifs qui peuvent ajouter plein d'inflation. L'inflation, elle a baissé, mais elle pourrait encore baisser plus. Du coup, genre pour la Fed, baisser les taux alors que tu peux avoir un rebond de l'inflation à cause des tarifs douaniers, c'est ultra dangereux parce que tu peux te retrouver avec une énorme inflation. Et vu que tout ça met du temps à se répandre dans l'économie, etc., je pense qu'ils se sont juste donné du temps. Le marché price septembre maintenant pour les cuts. Ok. Donc ouais. Donc septembre, en fait, donc ça envoie un froid du coup. Ouais, mais du coup, après le marché anticipe ça, quoi. Mais voilà, il faut se dire que c'est pas du tout un contexte qui est propice aux altcoins, quoi.
La vérité, même si je devais me positionner sur des altcoins actuellement pour jouer une altcoin en anticipation d'une baisse de taux, d'un contexte meilleur et que les gens puissent se rediriger un peu plus vers des risk-on agressifs comme des altcoins, je saurais même pas quelle alt choisir en fait. Moi non plus. On dirait sûrement dans les leaders de chaque catégorie, mais c'est un petit peu compliqué quoi. Enfin, j'ai du mal à me projeter sur certaines altcoins en tout cas personnellement. On va bientôt avoir de la visite. Et oui. Un invité. Tu nous dis quand t'es prête. Une invitée. Une invitée. On peut peut-être enchaîner sur ça en attendant. On peut enchaîner sur ça. On peut lui demander son avis aussi, parce que je pense qu'elle a des inputs très intéressants. Je sais pas si elle écoutait ce qu'il en était, sinon on va faire la répétition. Donc c'est parti. Hop, voilà Claire. Salut tout le monde. Et non, bonsoir. Pas là avant, donc j'ai pas écouté de quoi vous parliez. Il va falloir faire une rediffusion. Pas de souci. En tout cas, HyperX Cloud en casque, très bon choix pour jouer à Counter-Strike. Bravo. Bravo. Je suis pas sûr que Claire joue à Counter-Strike, mais peut-être que je vais le Tous les soirs. Petite gazère avec les collègues. Du coup, Claire, on te laisse déjà pour commencer te représenter rapidement, parce que t'es quand même une OG de l'écosystème, il faut le dire. Voilà, donc c'est le moment de flex un petit peu. Présente-toi pour les gens qui nous écoutent. Donc moi je suis arrivée dans la crypto en 2015, donc ça fait presque 10 ans maintenant. J'ai monté une boîte de conseil spécialisée sur le sujet qui s'appelait Blockchain Partner, avec notamment Alexandre Stachenko que certains doivent connaître aussi. Et Darkemy. Et Darkemy et d'autres. On a été au maximum 6 ou 7 associés même, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup trop. Faites jamais ça. On est monté jusqu'à une vingtaine de personnes. On a bossé surtout avec des boîtes du CAC 40. On a participé aussi beaucoup à la structuration de l'écosystème, en créant la DAN, en sensibilisant les médias, etc. Et puis on a revendu la boîte à KPMG début 2021, qui du coup existe toujours, mais au sein de KPMG, ça s'appelle KPMG Crypto. Moi, je suis restée là-bas 1 an et demi en tant que directrice de blockchain et crypto. Et ensuite, je suis partie parce que voilà, j'avais envie de plus de liberté, et donc j'ai rejoint Desblocs. Il y a maintenant 1 an et demi, et Desblocs qui est en gros le seul concurrent qui vous laisse acheter et vendre de la crypto sans limite, et qui résout notamment le problème des blocages, des rejets de virements que vous pouvez avoir chez certaines banques, notamment quand vous voulez cash out depuis votre exchange crypto. Ne me dis pas que Claire, on peut quand même se faire bannir par des banques parce qu'on a des cryptos et qu'on veut utiliser nos cryptos. Je n'arrive pas à y croire quand même. En 2025, ça me paraît fou quand même. Ouais, ça paraît fou. Alors bon, heureusement, moi j'avais même fait un petit sondage sur Twitter à une époque, et j'avais vu qu'il y avait quand même une proportion beaucoup trop significative de gens qui avaient eu à minima des rejets de virements. C'est-à-dire juste des virements qu'il est impossible de faire. C'est-à-dire que tu veux envoyer de l'argent depuis Binance ou depuis Kraken, et de l'argent qui n'arrive pas. Et ta banque qui te dit désolé, ça sera pas possible chez nous. Mais un poil de distance par rapport à ton micro, qu'on entende moins les. Pas de souci. Merci. Pas de souci. C'est réglé. C'est réglé, c'est parfait. Du coup, question de chat. Du coup, Desblocs. En quelques mots, c'est quoi? Et est-ce que c'est disponible que pour la France aujourd'hui? Non, c'est disponible dans tous les pays de l'espace économique européen. Donc, par exemple, c'est disponible en Belgique, c'est disponible en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Même si vous n'êtes pas en France, vous pouvez télécharger. Yes. Et moi, du coup, j'ai fait le KYC très vite avant de bouger à Dubaï. Donc, comment ça s'est passé? Pièce d'identité, détection de la géolocalisation de mon téléphone. Donc, j'étais sur le territoire français. Hop. On m'a même pas demandé de preuve de domicile. Le compte s'est créé en 5 minutes chrono. Et à partir de là, ce qu'il faut comprendre avec Desblocs, c'est un compte courant. On évite de parler de banque parce qu'ils ont pas d'agrément banque. C'est pas une néobanque, mais ça fonctionne comme une banque. T'as un compte courant, t'as un IBAN. Du coup, tu peux recevoir tes salaires, tu peux envoyer des virements à tes collègues. Et en fait, quand tu crées un compte Desblocs, ça te crée un wallet automatiquement. Donc, t'as ta petite clé privée qu'il faut garder en lieu sûr. Et donc, c'est des cryptos qui vous appartiennent. Voilà, c'est pas Desblocs qui a la main mise sur les cryptos, mais quand vous dites, voilà, je veux vendre mes cryptos contre des euros, eux, ils vont faire la passation. Ils vont prendre une petite commission en fonction de si vous avez un compte lambda ou un compte premium ou un compte natif. Voilà. Et du coup, ça se passe super bien. C'est hyper rapide. Et en plus de ça, vous avez baissé récemment les frais pour les premiums et les natifs. J'ai vu ça. Donc ça, c'est très très sympa. Tout à fait. On a même les frais sont même passés à 0% même sur la vente des cryptos pour les natives. Ce qui vous permet, si vous avez un NFT Desblocs, de même vendre vos cryptos pour 0 frais sur Desblocs et de les recevoir direct dans votre compte bancaire. En fait, on demande le Canada. Non, pas le Canada. J'ai vu qu'on me demandait. Excuse-moi, Léo. T'inquiète. C'est uniquement, en gros, c'est les pays où il y a l'euro.
si dans votre pays, il y a des euros, voilà, par exemple, si vous êtes en Angleterre, c'est pas possible. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé avec Deblock, c'est que c'est simple et c'est pratique en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à utiliser Deblock, je crois, il y a 3-4 mois, peut-être quelque chose comme ça. Pareil, 4 peut-être mois. peut-être un peu plus. Et pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment pratique dans le sens où, en fait, déjà, tu peux déposer des cryptos dans ta banque, quoi. Enfin, tu peux avoir ton wallet à côté dont tu gardes la custody et directement en faire des euros, enfin les échanger contre des euros et l'utiliser derrière avec Apple Pay. Et ça, je trouve ça super utile, notamment même si vous avez des banques à côté. Déjà, je pense que des blocs peuvent vous servir pour l'off-ramp, c'est-à-dire vraiment vendre vos cryptos, etc. Alors après, d'un point de vue tarif, je pense que c'est quand même encore un peu plus cher que certaines plateformes centralisées. Mais là où vous avez... Faut utiliser direct un compte premium. En vrai, si tu veux afficher la page des frais, n'hésite pas à le faire. Vaut mieux payer son 10 euros par mois à l'année ou prendre un mensuel à 15 euros. Ça charcute complètement les frais et c'est directement worth it quand vous commencez à faire un peu de volume. Ouais. Voilà. T'as les frais un peu plus bas, du coup. Voilà. Politique, frais d'achat, tu peux zoomer un petit peu. Tu vois, frais d'achat. En gros, vous voyez, il y a compte standard, premium, native. Standard, c'est quand vous payez pas d'abonnement. Donc, très rapidement, si vous commencez à convertir des milliers d'euros en crypto, vous allez dire, ouais, ça fait cher, que je comprends totalement. C'est pour ça que le premium, pour moi, fait beaucoup plus sens. Et après, le natif, en fait, c'est si vous possédez un NFT Deblock, à ce moment-là, il y a même plus de frais sur les ventes, par exemple. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui aiment beaucoup le produit et qui veulent se la jouer VIP. Franchement, comme dit Léo, nous on l'utilise depuis 4 mois. Moi je l'utilise tout le temps. Hein. C'est ma passation crypto-euro. En plus, il y a Apple Pay dessus, donc c'est sur mon iPhone. Je dégaine l'iPhone et basta quoi. Moi j'utilise par exemple USDC sur Base, ou sinon j'avais utilisé USDC sur Ethereum au début. Depuis, je crois que vous avez rajouté pas mal de moyens de dépôt aussi. Récemment, j'ai vu qu'il y avait plein de Solana. même. Mais je crois qu'on peut même déposer des cochonneries maintenant. Oui, tu peux. En fait, on fonctionne par blockchain. C'est comme c'est un portefeuille en self-custody. Et donc, si tu ramènes des tokens sur Ethereum ou sur Solana, tu peux les déposer sur des blocs. Du coup, c'est disponible en France. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui posait la question dans le chat. C'est disponible en France. Oui, c'est disponible en France. J'ai vu qu'il y avait des gens qui posaient pour les impôts et donc de non débloqués français. Donc, vous n'avez pas besoin de déclarer aux impôts votre compte débloque comme un compte à l'étranger. Le compte, ouais. Les transactions, faut les déclarer, mais le compte, après, c'est pas un compte à l'étranger. Voilà. Après, si vous faites des cash out, là, c'est votre responsabilité, quoi. Débloque les déclare pas pour vous. Et c'est comme avec n'importe quelle plateforme d'échange, vous êtes censé les déclarer. Et du coup, le NFT, il est à quel prix en ce moment? Je me souviens plus. 0,8, 0,75 ETH. On a deux collections. Je savais pas. On a les moving blocks et les bursted bubbles. Ouais. Effectivement, les bursted bubbles doivent être un peu plus chers parce qu'à partir d'un certain nombre de bursted bubbles, tu as des avantages supplémentaires. Mais oui, effectivement, je vois que les bursted bubbles sont autour de 0,8 ETH. Ouais. Et les moving blocks, ça fonctionne aussi pour être natif et ils sont beaucoup plus abordables. Aussi pour être natif et ils sont en gros 2 fois moins chers généralement. Ouais, c'est ça. Ok, good to know. Mais du coup, ouais, super pratique dans le sens où moi, je dépose des stablecoins, je les mets en euros directement et après, je les ai instantanément en direct. Hein. Enfin, quand par exemple, je fais le transfert d'une plateforme d'exchange à des blocs, je pense que je reçois en quelques minutes max. Ouais, et ensuite, 3 minutes max. La conversion de stablecoin à euros, ça se fait en quelques secondes aussi. Et ensuite, direct, c'est prêt à dépenser. Et surtout, on peut utiliser Apple Pay. Et nous, on est des gamers de base. Donc, j'ai vu qu'il y avait un système de points, enfin de blocs, du coup, d'ailleurs, à l'intérieur. Je ne sais pas si tu peux en parler, je ne sais pas si vous communiquez dessus, etc. Mais c'est toujours une partie qui m'a intrigué. Donc, Oui, il y a ce qu'on appelle des blocks, donc qui sont, pour faire simple, des sortes de points de fidélité. Que vous gagnez en faisant des actions sur des blocs. Et l'idée, c'est de récompenser les utilisateurs qui vont utiliser des blocs, je dirais, au quotidien, aussi pour faire leurs achats, et pas juste, tu vois, pour faire un gros cash-out et ensuite partir. Et donc, l'idée, c'est que voilà, ces blocs, ils vont avoir une valeur monétaire. On dit pas encore laquelle, mais ils nous serviront à récompenser ces utilisateurs-là. D'accord. Quelqu'un qui dit, on peut cash out des sommes significatives ou les frais sont trop chers? Ah ben non, c'est fait pour cash out des sommes significatives même. C'est-à-dire que moi en plus je suis en train d'ouvrir un service particulier pour des whales où on fait même des cash out en OTC, en direct avec eux, en visio, etc. Avec des frais qui sont très bas, voire si vous êtes natif, qui tombent à 0. Ok. Voilà. Et toi, quand tu vois, par exemple, pour que les gens puissent un petit peu visualiser les intérêts de des blocs par rapport aux autres solutions disponibles, parce que
pendant un bon moment, on avait la carte Binance, on a la carte crypto.com, enfin, on a des alternatives à ça avec des exchanges centralisés qui proposent déjà ça. Pourquoi est-ce que c'est un intérêt du CDBlock par rapport à ces solutions-là, selon toi? Alors, les cartes qui prennent, je dirais, qui vous permettent de payer depuis vos plateformes d'échange et qui vous convertissent la crypto automatiquement, c'est hyper cher. Les frais que vous payez quand vous achetez, je sais pas, votre café ou autre en crypto avec une carte bleue, les frais sont hallucinants en fait. Vous avez l'impression qu'il y en a pas parce que c'est caché, parce que vous le voyez pas sur le moment, mais les frais sont vraiment importants. Donc nous, si tu veux, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est d'avoir dans une même plateforme à la fois le monde, je dirais, tradi bancaire et le monde crypto pour de vrai, quoi. Pas comme les autres néobanques le font en proposant de l'exposition, mais en permettant pas de déposer de la crypto. Donc t'as un vrai portefeuille et t'as un vrai compte. T'as un vrai compte de paiement, c'est-à-dire que nous, on est nous-mêmes en lien avec le réseau SEPA, on est membre direct du réseau Visa. Et t'as un vrai compte, enfin, t'as un compte courant, quoi, au final. Ouais, t'as un compte courant, c'est ça, t'as un IBAN français, t'as des cartes Visa, voilà. Et donc si demain tu veux en gros acheter un appartement avec ta crypto, bah, en fait tu vas cash out, enfin moi je l'ai fait d'ailleurs, tu vas cash out ta crypto sur des blocs, même si c'est un montant important, et tu vas l'avoir accessible sur un compte avec un IBAN français, tu vas pouvoir envoyer ton argent chez le notaire et on va te demander 0 papier. C'est-à-dire qu'on va pas te dire, mais attendez, votre crypto elle vient d'où, est-ce que c'est clean, comment vous l'avez acheté, etc. Nous on s'en fiche puisqu'on voit ce qu'il y a sur la blockchain, on utilise tous les outils de monitoring. Et donc, à moins que tu sois un pédocriminel, ta crypto, elle est cash out dans 2 secondes et terminé, tu t'achètes ton appart. Et t'as pas l'EU Travel Rule, c'est-à-dire que, en gros, quand je dépose par exemple de l'argent, j'en sais rien, chez Binance ou chez Kraken, vu que je suis dans la zone euro, on va me dire d'où viennent tes sous, envoie des preuves, quel est le ce wallet, est-ce que tu en as la détention, est-ce que tu peux nous prouver que c'est bien ton wallet qui a envoyé des fonds sur l'exchange. Au final, avec des blocs, il n'y a pas ça, parce qu'en fait, on envoie l'argent directement sur un wallet dont on a la custody au travers de l'app des blocs. Et ensuite, on-chain, c'est swappé contre des stablecoins que vous nous donnez sous forme d'euros derrière. Comment ça se passe d'ailleurs le mécanisme de swap on-chain pour venir en euros? C'est du swap. En fait, on bosse avec les mêmes market makers que ceux avec lesquels bossent les plateformes d'échange. Et donc, on se fournit en liquidité chez ces market makers. Et voilà, tout se fait automatiquement au meilleur prix. Alors effectivement, selon l'actif que vous sortez, si c'est un actif moins liquide, on repasse par un stablecoin ou une autre grande crypto avant de sortir en euros. Non, en fait, pour l'utilisateur, c'est invisible tout ça. Tu vois, tu cliques sur ton bouton et tout de suite ça arrive sur ton compte bancaire. Je vois qu'il y a j'avais envie de répondre aux questions dans le chat. Fais-toi plaisir. Je vois qu'il y a des questions sur les agréments et oui, on est aujourd'hui en France la seule entreprise qui est même agréée MiCA. Donc ça veut dire qu'on est les seuls à avoir l'agrément PSAN version européenne. C'est-à-dire que notre agrément est valable dans tous les pays européens. Et on a aussi un autre agrément qui s'appelle EME pour la partie, on va dire, finance traditionnelle pour le compte avec l'IBAN français. Il y a quelqu'un qui dit compte suspendu et argent perdu, on va passer ça pas mal dans les avis Trustpilot concernant des blocs. Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet-là ou mais alors moi c'est drôle parce que avant d'ailleurs c'est un truc que j'ai appris chez Desblocs, j'ai appris toutes les techniques des scammers pour arriver à tester les nouveaux acteurs sur le marché. En fait, quand tu lances un nouveau service bancaire, mais que ça soit des blocs dans la crypto ou hors crypto, les premiers qui viennent s'inscrire chez toi, même quand tu fais zéro marketing, c'est tous les scammers qui se disent attends mais c'est énorme, il y a une nouvelle boîte qui vient de se Comment on va casser le système? Voilà, c'est ça, je vais pouvoir aller arnaquer des petits vieux, récupérer l'argent sur ce truc, ils vont pas voir que je suis un scammer et donc je vais pouvoir me débrouiller. Et donc ça a été le cas pour nous, c'est le cas pour tous les nouveaux acteurs. Et ensuite, évidemment, on les détecte, parce qu'on a quand même des modèles derrière, donc on n'a pas l'historique des autres banques, mais on capte quand même assez vite que les mecs font n'importe quoi. Donc, on les dégage. Et ensuite, ce qu'ils font pour récupérer leur argent, c'est qu'ils vont hurler sur Twitter, voire sur Trustpilot, pour dire c'est un scandale, je me suis fait fermer mon compte et tout. Donc moi, quand je suis arrivée chez Desblocs, quand j'ai commencé à avoir des avis comme ça, tu vois, j'ai appelé notre service FinCrime pour leur dire mais attendez, il se passe un truc, tu vois, il y a un mec sur Twitter qui est en train de dire qu'on lui a fermé son compte alors que c'est pas vrai. Derrière, voilà, on m'explique ce que le mec a fait. Et en fait, le gars, c'est de manière évidente un fraudeur, tu vois, il a arnaqué une petite vieille, etc. Et donc, en fait, les avis que vous voyez en général sur Trustpilot, mais aussi sur les réseaux, c'est le cas pour nous, mais c'est le cas en vrai pour beaucoup d'autres plateformes. 99% des avis négatifs qui disent je me suis fait fermer mon compte alors que je suis pas un fraudeur, en fait, c'est des fraudeurs. Oui, bien sûr. Et j'en profite. Alors déjà, vous avez le QR code en haut à gauche de l'écran si vous voulez tester. Ça va vous rediriger sur un autre QR code qui lui va vous proposer d'installer l'application.
Cas pratique, comme c'est un compte courant, bah automatiquement vous pouvez faire un virement de votre banque vers des blocs, l'utiliser comme compte secondaire. Je pense par exemple à ceux qui n'ont pas envie de payer des forfaits, la peau des fesses auprès de leur banque classique pour passer un plafond de carte bancaire parce qu'ils sont toujours limités au niveau de leur plafond. Ça, c'est une bonne façon de faire les choses. Et puis pour tester le produit, tout simplement, pour faire des achats, ventes, crypto, pour cash out, tester le produit, vous verrez, il est vraiment sans friction. Il est super. Et le fait d'avoir Apple Pay, d'avoir le paiement directement sur son téléphone et juste sortir dehors avec son téléphone en poche et même pas prendre son portefeuille, c'est carré aussi pour faire ses petites courses. Mais événement impossible en cas de vente de crypto, évidemment. Donc c'est à vous de déclarer si vous voulez être dans les clous. Je voyais des questions par rapport à tout ce qui est auto-entreprise, SASU, SaaS, la partie professionnelle. Est-ce que c'est un truc que vous couvrez, vous voulez faire? Alors, on aimerait bien, mais c'est un gros développement à faire. Mais ça nous est énormément demandé, hein. Des gens qui sont freelance ou qui détiennent la crypto dans leur entreprise, qui veulent des comptes pro. Notamment parce que quand on a une boîte dans la crypto, c'est super dur d'avoir un compte en banque. Donc, oui. Ça nous est beaucoup demandé. Pour l'instant, on le fait de manière, je dirais, manuelle et occasionnelle pour des entrepreneurs ou des boîtes qui veulent cash out des cryptos. Donc on le fait en one shot, c'est-à-dire qu'on fait juste le cash out et on envoie les euros sur leur compte bancaire autre. Donc on peut travailler avec des pros, mais on n'a pas encore d'offre de compte bancaire professionnel. J'ai bon espoir que ça vienne, mais voilà, onboarder une boîte, c'est pas la même chose qu'onboarder un particulier. Donc il y a du développement informatique à faire et il va falloir encore attendre un petit peu. Alors je prends pas mal de questions pour essayer d'y répondre rapidement, je suppose. OK pour la Belgique, du coup, je suppose que c'est dans l'Europe, du coup, c'est bon. Si on convertit en euros sans retirer, c'est imposable, à mon sens, oui, parce que tu as réalisé une plus-value en euros sur un compte bancaire, tout simplement. Donc, c'est pas parce que tu ne retires pas de déblocs que voilà, ça marche pas. Donc si t'es français, c'est stablecoin, si tu veux éviter ça. À la fin, il y a un impôt à la fin. Quand tu finis par arriver en euros, il y a un impôt. Mais si tu veux éviter d'avoir constamment des transactions à déclarer, en gros des événements imposables, en tant que français, tu as le privilège de pouvoir passer par les stablecoins pour t'enlever ces embrouilles-là. Il y a du staking sur des blocs ou pas? Alors, je crois que vous êtes en train de développer des solutions de earn, mais je crois pas que c'est forcément du staking, si? Il y a... alors, c'est pas exactement du staking dans la mesure où c'est pas de la validation sur Ethereum. En revanche, on lance, et là ça doit arriver dans quelques jours, un produit d'épargne qui vous permet de toucher jusqu'à 8% sur vos stablecoins. Et donc l'idée c'est de rendre beaucoup plus accessible la DeFi, même à des gens qui sont débutants, et de se dire bah voilà, j'ai un compte euro français et en 2 clics je peux aller bénéficier des taux d'intérêt dans la DeFi, sans forcément avoir à connecter mon MetaMask, un Morpho, etc. L'ultime question, est-ce que des blocs fait du prêt lombard? Enfin, je suppose que en gros, c'est utiliser ces bitcoins ou ces Ethereum en collatéral pour financer un prêt qui lui est dans l'économie réelle et qui permettrait, je sais pas, de financer un achat d'une maison, d'un appartement ou de biens de ce style. Oui, alors j'aimerais bien qu'on propose du crédit lombard parce que c'est une grosse demande là aussi. On est en train de travailler dessus. Maintenant, c'est pas si évident que ça de le faire d'un point de vue réglementaire et surtout avec des portefeuilles en self-custody. Mais voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on planche parce que ça nous est énormément demandé. Autre truc pratique, juste, là j'ai l'application, alors on verra probablement pas parce que c'est un tout petit, mais en gros vous pouvez faire des cartes virtuelles à usage unique. Vous pouvez générer une carte bancaire à la volée, faire un paiement en ligne si jamais vous êtes un peu tatillon par rapport à un site internet. Alors, il se peut que le site internet en question n'accepte pas les cartes bancaires qui fonctionnent en one shot. Des fois, il les bloque, mais autrement, ça peut vous éviter les problèmes. Et vous pouvez avoir carte physique et carte virtuelle aussi. Question pour toi, Claire. Deblock, ce n'est pas une banque, c'est ça? Quel est le statut exactement? Compte courant. Le statut exact, ça s'appelle établissement de monnaie électronique. Donc oui, d'accord. C'est un statut qui permet de proposer un compte courant français. C'est le statut qu'ont la plupart des néobanques aujourd'hui en France. Mais du coup, on n'a pas le droit de dire, banque. Mais t'as le droit de dire néobanque? On n'a pas le droit de dire banque non plus, mais voilà, d'un point de vue expérience utilisateur, ça va ressembler à ce que vous avez chez la plupart des banques. Ok. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit c'est comme Revolut. Je crois que dans votre team, il y a des gens de chez Revolut. Donc, oui, parmi les fondateurs, il y en a notamment 3 qui ont été chez Revolut, directeur du paiement, directeur d'opération et le directeur crypto de Revolut. Il y a quelqu'un qui parle des spreads. Alors, tout est swappé on-chain, notamment via des AMM du style, je suppose, Uniswap ou agrégateur, etc. Ouais, nous, on prend pas et en fonction de l'abonnement que vous aurez, vous payerez plus ou moins de frais selon le type de transaction et tout expliqué sur cette page-là que je vous mets dans le chat pour les intéresser.
Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que peut-être Claire, tu as de l'alpha pour nous ou des choses intéressantes à Oui. partager aux gens, en plus du fait qu'il y a trois mois d'abonnement offerts via notre lien? De l'alpha à partager, tu veux dire en termes de news qui arriveraient bientôt? Oui. Des choses qui seraient intéressantes pour les gens qui nous regardent et qui veulent en savoir plus sur des blocs ou qui pourraient utiliser des blocs. Ouais. Alors déjà, la grosse news, c'est que demain, on lance une nouvelle carte, qui est un truc que voilà, personne n'a fait jusqu'ici. Aucune banque n'a fait jusqu'ici. Donc voilà, ça va être une carte assez innovante. Donc vous allez voir normalement la news dans la presse et puis sur les réseaux. Donc suivez-nous. Je vois qu'il y a de nouveau une question sur les coffres d'épargne. Ça arrive aussi dans une semaine et ça va vous permettre sur des blocs d'avoir jusqu'à 8% sur les stablecoins. Et tu peux déposer des euros et juste sans passer par la case stablecoin faire du rendement sur tes euros ou en fait, tu vas techniquement derrière, on passe par des stablecoins puisque c'est les taux d'intérêt. Oui. Mais l'idée, c'est que toi, tu arrives en euros et qu'effectivement, en 2 clics, ça fait boom, stablecoin rendement. Et t'as pas d'expérience utilisateur compliquée, donc ça te remplace les 18 actions que tu dois faire d'habitude pour aller dans la DeFi en 2 actions sur ton téléphone. Ok. Et du coup, c'était la carte, du coup, l'alpha. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou à toi de nous dire? Je sais pas. C'est déjà bien, je pense. des nouvelles blockchains, des nouvelles fonctionnalités DeFi peut-être. Ouais, alors il y a plein de choses. Ouais, il y a plein de choses prévues. Là, je vous parlais des coffres d'épargne avec les stablecoins, mais évidemment, on va aussi proposer bientôt du stacking sur Ethereum, etc. On va ajouter des nouvelles blockchains également. On travaille aussi pour vous proposer d'autres monnaies dans la partie fiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'euro, il y a du franc pacifique, mais on veut aussi proposer du dollar, à terme du franc suisse, enfin voilà, d'autres monnaies disponibles. Donc l'idée, c'est d'avoir un service le plus complet possible, tant sur la partie crypto que sur la partie euro. J'ai une question. Sur la partie conversion de devises, vous êtes compétitif aujourd'hui. Par exemple, je paie en dirham ou en livres. Il y a un taux de conversion. Est-ce qu'il y a des frais cachés, des trucs comme ça, ou vous êtes au niveau des plus forts? Non, alors il me semble que ça dépend de ton abonnement pour le coup. Mais si t'es premium ou native, faudrait vérifier sur le tableau si je me trompe pas. Mais t'as pas de frais et tu payes avec ta carte à l'étranger sans frais. Moi, j'ai déjà voyagé avec la carte des blocs et voilà, j'ai pas eu de frais. Ok. Ouais, moi je paie en dirham avec et j'ai pas de frais. Ok, top. Bah écoute, merci énormément d'être passé, Claire. C'était vraiment un plaisir. Surtout que bah pour le coup, on utilise des blocs nous-mêmes. Donc vraiment trop bien. Je tenais à préciser que, enfin, pour le coup, j'ai testé des blocs assez tôt et j'ai fait pas mal d'allers-retours avec les fondateurs pour suggérer des fonctionnalités, report des petits bugs, etc. Et du coup, bah en fait, j'ai eu des réponses instantanément à chaque demande. J'ai jamais eu de problèmes qui sont restés en attente ou quoi que ce soit. Donc top expérience. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez le QR code en haut à gauche ou sinon le lien dans le chat qui vous donne 3 mois offerts. Ceci était une collaboration commerciale, mais on l'aurait fait quand même dans tous les cas vu que Claire est de passage et ça fait toujours plaisir de te voir. Clairement. Surtout que tu es là dans l'écosystème depuis aussi longtemps, donc c'est un plaisir. Merci à vous, ça m'a fait super plaisir de venir enfin sur votre live. Ça faisait longtemps qu'on devait le faire, donc c'était cool. C'est vrai, on aura l'occasion peut-être de faire un autre type de format, mais surtout, moi, je tenais à vous remercier, c'est que le produit est très simple à expliquer. Tu vois, c'est vraiment très simple. On a réponse à tout, on n'est pas en mode je sais pas, machin, tu vois. Il y a réponse à tout et ça fait plaisir. Je pense que ça instaure un peu un climat de confiance aussi avec les gens qui nous écoutent. Bah top. Bah écoutez, merci beaucoup à vous. Je sais pas si on a répondu à tout le monde, mais je crois que les gens sont contents en tout cas de ce que je vois dans le chat. Bah, écoutez, génial. Merci beaucoup tout le monde. Et de toute façon, si jamais vous avez d'autres questions, le moindre problème et tout, je pense que je suis assez dispo sur les réseaux Twitter, LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'écrire directement. Et pour les gens qui nous écoutent, s'ils ont des questions, ils parlent sur le compte Twitter des blocs, vous avez un Discord, c'est quoi le mieux pour vous contacter? Oui, le mieux, effectivement, c'est le Discord de Desblocs, auquel vous pouvez avoir accès si vous tapez Discord Desblocs, vous allez sur le site. En bas, voilà, ça se trouve facilement. Donc là, c'est là que vous allez avoir la plupart des gens engagés sur le produit qui vont vous répondre très rapidement. On a évidemment une adresse support que normalement vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser, mais si jamais c'est support@desblocs.com. Et puis vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn si jamais vous avez d'autres questions et je suis assez dispo, je vous répondrai avec plaisir. Super. Merci d'avoir pris ton dimanche pour nous et on se dit à très vite. Trop cool, merci. À bientôt. Tchuss. Et nous sommes repartis, nous, en mode crypto. Ça fait plaisir de vous présenter un produit qui est cool comme ça, depuis le temps qu'on leur parle.
Est-ce que je prends la main sur l'actualité, Léo? Yes, c'est parti. Ben, c'est parti. On a encore des... Excusez-moi, ça vape fort ici. On a encore des bons trucs à vous présenter. On vous a teasé pendant X temps la formation Ledger. Et ben, elle est ready, elle est publiée. Donc, on va en parler tout de suite. Et c'est parti. Je vérifie quel écran. Je peux mettre ton écran dès que tu le mets. C'est bon. C'est parfait. Bon, parfait. Nous y sommes. Donc, voilà, cette fois, on vous propose de gagner de l'argent pour apprendre à sécuriser votre identité en ligne et vos mots de passe et vos crypto-monnaies. Donc, écoutez bien parce que c'est plutôt cool. Pour faire très court, on s'est associé avec Ledger, vous savez, l'entreprise qui fait des hardware wallets, entreprise française, fleuron français. Et pour l'occasion, on vous fait un gros concours où simplement, vous avez juste à suivre toute la formation. RTL like le trade ci-dessous que je vais vous mettre dans le chat tout de suite. Bon, bah, Léo s'en est occupé, ça va très vite, c'est incroyable. Et du coup, voilà, vous suivez la formation simplement et vous avez la possibilité de gagner 250 € en sachant qu'il y a 10 gagnants. Donc, pour le coup, il y a pas mal de gens qui vont être tirés au sort. Et la formation se présente comme suit. Donc, vous avez plusieurs façons d'avoir accès à la formation. Si jamais vous voulez la présenter à des amis, quand vous allez sur le site Coin Academy, vous savez, vous avez l'onglet Académie, nos formations. Toutes ces formations sont bien entendu gratuites. Voilà. Et donc, pour celles liées à la sécurité, ça se passe ici. Comme on a un site absolument extraordinaire, ça charge super vite en plus, que ce soit sur PC ou sur mobile. Et donc, ça se passe sous forme, on va dire, d'épisodes comme ça, de chapitres, où à chaque fois, vous avez une explication, ainsi qu'un résumé et un quiz. Donc, la première explication, bah, ça va être une introduction à la sécurité pour vous faire comprendre à quel point il faut être parano, il faut penser sécurité, pas au point de s'empoisonner et justement de se dire « Ah là là, ça me fait trop peur, je manipule pas les cryptos, j'ai peur de me faire avoir », mais simplement avoir des bases. Donc, ces bases, on vous les explique. Au format écrit, ça va aussi se passer au format vidéo sur YouTube très prochainement. Voilà, donc je vous laisserai lire tout ça. Et vous avez du coup pas mal de choses à apprendre, les bonnes pratiques et pas seulement crypto. On vous parle aussi de comment sécuriser votre hygiène informatique, on va dire. Éviter de vous faire pirater, éviter de laisser passer des mots de passe qui sont enregistrés dans des clouds comme votre trousseau de clés Apple, trousseau de clés Google, etc., etc. On vous explique aussi comment sécuriser avec le 2FA, que ce soit vos exchanges de crypto-monnaies, vos gestionnaires de mots de passe, etc. On vous propose plusieurs options pour protéger efficacement vos clés privées. On vous rappelle un peu le concept de clé privée, clé publique. Hein. Voilà, et on vous parle bien entendu de Ledger plus en détail parce que c'est un partenariat qui est fait avec Ledger. Alors, le but, c'est pas de casser la concurrence. On travaille aussi avec la concurrence. Simplement, le choix de Ledger, c'est que déjà, on s'entend très bien avec eux depuis très longtemps. Et qu'au-delà de ça, c'est un produit qui est extrêmement complet. Voilà, vous avez différents produits pour différents budgets qui fonctionnent avec le PC, qui fonctionnent avec le mobile, soit en USB, soit des fois en Bluetooth. Pour les nouveaux produits, vous avez même une interface très claire si jamais vous voulez review votre transaction pour faire du clear signing et éviter de vous faire avoir comme Bybit qui s'est fait faucher 1,5 million de dollars en Ethereum récemment. Voilà, et après, on rentre plus dans la partie pratique où on va déjà comparer les différents types de wallet en fonction des besoins avec des vidéos qui sont déjà disponibles et d'autres vidéos qui vont se rajouter à la formation quand elles seront tournées, comparatif des prix évidemment. Et on vous explique comment utiliser le produit en sachant qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui savent utiliser Ledger via l'application Ledger mais qui ne savent pas forcément que vous pouvez connecter votre Ledger à des wallets externes, que ce soit Rabi, OKEx, Phantom, Backpack, etc. Et donc souvent il y a des gens qui se disent Ledger c'est bien pour BTC, Ethereum, Sol, mais quand moi j'ai envie de faire du Polkadot, du Cosmos, du BitTensor, du Hyperliquid, je peux pas. Bah si, vous pouvez en passant par un wallet annexe comme Rabi ou Backpack ou autre. Donc tout ça aussi on vous l'explique, bien entendu. Et on termine cette formation sur votre identité numérique pour éviter de laisser passer des informations sur vous, pour éviter d'avoir des attaques ciblées. Pour le coup, le timing il est assez cocasse avec tout ce qu'on a pu voir en ce moment en France. Et on termine avec aussi la mise en place de multisig, que ce soit sur Ethereum, Solana et BTC. Un multisig, c'est quoi? Et ben, c'est simplement mettre en place un wallet qui nécessite une action depuis différents wallets, que ce soit des wallets logiciels sur votre PC ou des wallets matériels type Ledger pour éviter en fait de vous faire siphonner vos fonds. Donc on a essayé de vous faire une formation très complète. Comme dit, à chaque fois, vous avez un résumé de ce qui est dit et un petit quiz, plus un petit quiz final. Et une fois que vous avez fait le quiz final, on vous délivre un certificat numérique Coin Academy X Ledger et vous
vous qualifier pour le concours pour gagner 250 € parmi les 10 gagnants qu'on va tirer à horizon 15 juin. Voilà, c'est ça. Mais en fait, en vrai, je suis super content qu'on ait réussi à faire une aussi belle collaboration avec Ledger, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais Ledger ne fait pas des collaborations avec beaucoup de gens, d'autant plus en France, c'est assez rare. Et après avoir longuement discuté avec la team Ledger, avec le CTO de Ledger et voilà pas mal de gens en interne, en fait on s'est dit que il y a beaucoup trop d'informations sur comment faire des conneries en crypto et faire du grand n'importe quoi, spéculer, etc. Mais par contre, pour sécuriser ces fonds et éviter le pire, notamment après FTX, notamment après tous les kidnappings, notamment après tous les exploits on-chain qu'on a pu voir, on s'est dit que c'était une bonne idée de le faire. Donc maintenant, vous avez une formation qui est entièrement gratuite et qui, en plus de ça, vous récompense de 250 € potentiellement si vous arrivez au bout et que vous êtes tiré au sort. Sachant que, contrairement à un giveaway Twitter où il y a énormément de gens qui participent, là, il y a moins de gens qui participent, donc techniquement, vous avez aussi plus de chances de gagner. Et au passage, vous vous formez et vous savez exactement comment bien sécuriser vos cryptos. Au moins, vous prenez les bonnes habitudes. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est tout simplement insane de pouvoir proposer un contenu gratuit comme ça. Et surtout, maintenant, vous avez zéro excuse. C'est-à-dire que là, si vous faites drain vos wallets et que vous faites du grand n'importe quoi, alors vous avez des formations gratuites pour tout vous expliquer avec les bonnes recos, etc. Et qu'en plus de ça, vous êtes payé à le faire. Franchement, je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. Donc, pour les intéressés, je vous remets le lien dans le chat qui vous permet tout simplement d'accéder à la formation et aussi de participer au concours de 2500 €. Sachez que ces 2500 €, c'est une poche concrètement qu'on a pris directement, une poche assez significative qu'on a pris directement dans notre deal Ledger pour vous mettre bien. Et voilà, très content d'avoir pu arriver à faire un truc aussi complet, qui, je l'espère, servira de référence pour les gens qui veulent sécuriser leur crypto et éviter de faire des conneries. Parce que voilà, moi, personnellement, ça m'est pas trop arrivé, mais autour de moi, j'ai vu des gens qui ont perdu beaucoup d'argent comme ça. Encore une fois, hier, j'ai vu un gars se faire drain tous ses wallets et perdre tout ce qu'il avait. Il y a tu l'as vu le tweet, ouais, effrayant. Ouais, il y a quelques mois, il y a Poulpe aussi qui s'est fait drain. Avec la Corée du Nord, ils essayent de drain tous les protocoles, tous les wallets dès qu'il y a une faille. Et voilà, prenez le bon réflexe, arrêtez de vous la toucher si jamais vous avez une mauvaise sécurité, et voilà, formez-vous pour bien sécuriser vos cryptos et ne pas le regretter un jour. Et oui, il faut créer un compte, et si vraiment tu es en mode flemme, tu peux faire Google ou Twitch ou Discord pour accélérer la procédure de création de compte. Voilà. Donc, et encore une fois, on essaie de vous faciliter la vie. Si jamais vous voulez pas créer de compte, etc., vous pouvez juste, entre guillemets, lire la formation comme ça. C'est juste qu'à la fin, vous aurez pas le certificat. Et en plus de ça, vous pourrez pas faire tous les quiz et être éligible aux 250 € qu'on a mentionné via le tirage au sort. Mais si jamais vous voulez enregistrer votre progression et faire tous les quiz et aller jusqu'au bout, et vous qualifiez aussi pour le giveaway, vous créez un compte, ça prend 2 secondes et c'est parti. Mais si vous voulez la lire sans compte, vous pouvez. Vous voyez, là, je suis pas connecté et ça charge bien. Et ça charge très bien sur mobile aussi. Donc, si vous voulez être posé sur un petit iPad ou un mobile, vous pouvez le faire aussi sans problème. Donc, voilà. Donc, merci à Ledger pour leur soutien. C'est évidemment une collaboration commerciale avec eux. Mais je pense que, voilà, dans le genre de collaboration commerciale qu'on peut voir sur le CT, on est sur un top niveau, parce que là, pour le coup, encore une fois, que vous aimez ou pas Ledger, vous avez accès à des informations qui sont vraiment utiles pour votre hygiène crypto. Oui. Yes. Voilà. Et éviter les piratages, en tout genre, et pas que crypto, parce que ça, c'est pareil, il y a des gens qui ont des pratiques en termes de sécurité qui sont absolument désastreuses, et prendre juste le temps de lire un petit peu, ça peut vous faire corriger pas mal de choses. Tous les enregistrer le mot de passe sur Google et tout, on arrête, voilà. Garder le même mot de passe pour ton PayPal, ton email, tes réseaux sociaux, etc. Et les forums bizarres qui vont se faire pirater, qui vont finir sur des bases de données sur Darknet, on arrête. Voilà, on essaie de multiplier les mots de passe. Et les bonnes pratiques, c'est pas quelque chose de chiant. Une fois que tu sais faire, tu le fais et ça va vite. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui disent qu'on s'est mis yinde avec le live sur les collabs. Honnêtement, pour parler de la formation... Ouais, le timing. Le timing. Mais pour vous parler de la formation sécurité avec Ledger, cette formation, on l'aurait fait dans tous les cas. Et on aurait probablement recommandé Ledger dans tous les cas. Donc, autant être rémunéré pour le faire avec eux, faire un truc ultra complet, et surtout, vous redonner une partie pour les gens qui vont jusqu'au bout. Mais voilà, je sais que c'est une blague, mais voilà, en tout cas, ça nous a fait vraiment super plaisir de pouvoir faire ça. On vous en parle depuis un moment, on y a vraiment passé beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Voilà, il y aura aussi des formats vidéo qui arriveront prochainement pour compléter tout ça.
Et voilà, en espérant que ça vous plaise et que vous fassiez la formation. Et sur la chaîne de Coin Academy, bien sûr. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'étais un petit peu plus distant ces derniers temps parce que j'ai des problèmes de réseau et de micro et tout. Normalement le micro c'est réglé, la connexion c'est réglé, vous voyez, tout charge vite. D'ailleurs Léo, je sais que tu te plaignais qu'à Dubaï c'était la merde. Si tu reviens à Dubaï, les réseaux, les DNS, les machins, j'ai tout réglé, frérot. Là, je suis, là, je suis, regarde, petite prestation, on se met un CoinGecko, tu vois, il y a plus de délai, c'est terminé. Tu vois. Magnifique. C'est magnifique, on est Un sous vrai local. Prime. Un vrai local. Du coup, on peut enchaîner. Le staking crypto ne viole aucune loi, feu vert de la SEC avant l'arrivée des ETF. Voilà, donc on va avoir la décision sur les ETF qui devra arriver dans les prochains jours. Bah là, on nous dit que le staking crypto ne constitue pas une offre de valeur mobilière. Donc, c'est un signal qui est plutôt positif. On pourrait avoir du coup des ETF qui prennent en compte le staking d'Ethereum. Je sais qu'il y a des gens qui attendaient cette information. Nous, on est un petit peu mitigé sur le résultat sur les inflows. C'est peut-être pas ça qui va faire exploser Ethereum, mais c'est toujours ça de prix. Ça valorise un petit peu plus l'actif et les ETF. Et peut-être qu'on sera surpris, hein. Peut-être que ça va être positif pour Ether et donc pour les altcoins, parce que Ether se veut un petit peu le métronome des altcoins. Et comme Ether, ça fait un bon moment maintenant qu'il patine, surtout face à Bitcoin, ça peut pas faire de mal. Ensuite, ça c'est la news de CryptoPixel. Voilà, Binance et Coinbase capitulent, le token hype d'Hyperliquid débarque sur les futurs. Alors ça commence avec Binance qui a listé le 30 mai, ça va être le cas aussi de Coinbase qui va lister les leviers sur Hyperliquid le 5 juin. On y arrive, toujours pas en spot, mais ça commence tranquillement. Mais tranquille, hein. x75 sur un asset qui était en x5 max sur la plateforme native, voilà, ils ont fait fort. Non, en gros, pour moi, la stratégie, elle est simple, c'est Coinbase, ils ont voulu se mettre à jour. D'ailleurs, en fait, Coinbase, quand ils ont fait leur tweet, ils ont dit que ce serait listé le 5. Donc, c'est pas encore listé sur Coinbase. Et ensuite, Binance qui s'affole derrière et qui liste en perp le hype. Donc, en soi, on va pas cracher dans la soupe, c'est une bonne chose. Mais je trouve que, encore une fois, c'est une stratégie pour extraire non, mais c'est surtout une stratégie pour extraire le maximum. C'est-à-dire que, en fait, en proposant bien plus de leviers sur le hype que sur la plateforme native, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est récupérer un maximum de frais, récupérer du volume. Et je pense, à mon sens, ils le font parce qu'au bout d'un moment, la demande communautaire est telle, mais dans l'approche du fait de lister uniquement des produits dérivés en levier x75 avec un timing comme ça, je pense pas que les intentions soient très saines. Après, c'est des capitalistes, on fait de l'argent, on prend des frais, tant mieux. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tant qu'il n'y a pas de listing spot, c'est pas un big deal à mon sens, parce que je pense que même si Binance est gros, la majorité du volume, à mon sens, sera sur Hyperliquid directement et pas sur Binance. Et surtout que les dérivés, en soi, ils amènent de la visibilité sur Binance par rapport à Hype. Mais le plus intéressant, c'est le spot, parce que c'est ça qui fait bouger le prix fondamentalement et qui drive aussi les dérivés. Donc, c'est un bon premier pas, mais je trouve que c'est un premier pas qui est ultra timide, sachant que maintenant, sur Hyperliquid, tu as du multisig natif, tu as une version EVM du token, et globalement, c'est pas compliqué de lister ça, quoi. Parce que des chaînes EVM où ces exchanges-là ont listé en spot rapidement, il y en a plein, quoi. Donc, voilà. En fait, ce qui se passe concrètement au backstage, c'est que Hyperliquid ne veut pas payer de frais d'intégration avec qui que ce soit. Oui. Et du coup, je suppose que ces plateformes-là font payer d'habitude des frais d'intégration aux assets qui veulent être intégrés et qui ne sont pas supportés techniquement pour qu'en gros, aux exchanges, ça leur coûte rien et qu'ils se fassent en plus de ça une marge par-dessus. Donc, voilà. Bon premier pas. On verra. Moi, ce qui compte pour moi, c'est listing spot. Et si on a un listing spot sur une Binance, je pense que ça peut vraiment s'enflammer. Mais je pense pas que c'est on va voir. J'espère avoir tort. Alors, un peu de vent frais. Je vais vous demander d'être attentif sur cette actualité parce qu'elle est double pas mal. Parce que d'abord, on a l'annonce de Sonar, mais on a aussi l'annonce de Plasma. Alors, on va commencer par Plasma. Non, en fait, on va faire les deux en même temps. Donc, Sonar, c'est quoi ? C'est une plateforme ICO lancée par Kobe. Donc, c'est une plateforme qui est différente du produit Echo qu'il a lancé parce que le produit Echo dont on vous a parlé maintes et maintes fois, c'est un produit qui vous demande de vous inscrire, de montrer que vous êtes quand même un investisseur particulier, soit parce que vous avez un grand nombre de followers, soit parce que vous avez un gros capital. Voilà, donc c'est assez picky. Tout le monde n'arrive pas à se créer un compte et avoir accès au deal. En plus de ça, une fois que tu as créé un compte sur Echo, il faut avoir accès au groupe privé. Donc, si tu regardes pas constamment ce qui se passe, bref, c'est un environnement qui est assez cloisonné, Echo.
Et du coup, les marges de manœuvre pour les gens qui listent des projets sont limitées. Là, l'idée avec Plasma, c'est de revenir à la bonne vieille méta ICO, c'est-à-dire que n'importe quel projet peut lancer une ICO, voilà, quelle que soit la blockchain, sans prise de tête. Tous les outils sont mis à disposition pour personnaliser l'ICO, pour se conformer à n'importe quelle juridiction, etc., mettre des règles particulières, système de points, Je peux partager mon écran etc. rapidement, parce qu'il montre des choses assez intéressantes sur le tweet qui, à mon sens, sont intéressantes. Comme tu le disais, en fait, déjà, Sonar, c'est un moyen de self-host des ventes de jetons. C'est-à-dire que dernièrement, on a vu du grand n'importe quoi, on a vu aussi des VC et des exchanges prendre la majorité du gâteau aussi avec les teams. Aujourd'hui, on se rend compte que le game des VC avec beaucoup de sous pour les VC, etc., ça plaît de moins en moins. Et surtout, on a vu que Echo, qui est une plateforme pour lever des fonds, marche de plus en plus, a plus en plus de traction, notamment parce que c'est plus organique et c'est des utilisateurs qui sont plus qualifiés. Là, ce que Echo ils font, c'est que leur business, en fait, ils le rendent accessible de tous avec une plateforme que n'importe qui peut self-hoster. Et en gros, Echo, ils gèrent absolument tout pour les projets et les teams, dans le sens où toute la partie KYC, en fait, de ce que je comprends, elle est gérée par Echo. Donc, en gros, ils checkent si t'enfreins pas des lois de blanchiment d'argent, enfin, anti-blanchiment d'argent. Il y a la partie passeport, il y a la partie, voilà. Donc, vraiment KYC qui est géré. Et en plus de ça, tu peux le faire pour n'importe quoi. Donc, c'est ce qu'ils disent. It is flexible, so founders can host sales however they want. Donc, en gros, des enchères, des options drop. Donc, je sais pas ce qu'ils veulent dire exactement. Des systèmes de points. Des valorisations variables, des changements d'allocation. En gros, tout est possible, c'est du sur-mesure, et surtout, peu importe la chaîne, que ce soit sur Hyperliquid, Solana, Cardano, ou peu importe quoi. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Kobe est en train de remettre à la mode les ventes publiques de jetons, quoi. Et donne un outil clé en main. Et donne un outil clé en main au team pour le faire. Et au final, c'est mieux parce que ça peut avoir des énormes dérives, et c'est pas parce que globalement un projet utilise Sonar de Echo et donc de Kobe que c'est legit, hein. Mais au moins ça rebat un petit peu les cartes et ça donne plus d'opportunités au retail qui globalement s'est fait extract la gueule sur les meme coins la majorité du temps, et qui s'est fait casser la gueule sur plein de coins parce que les VC sont rentrés bien moins cher et leur donnent sur la gueule, quoi. Globalement, Echo rebat un peu les cartes, donne un outil très intéressant aux mains de founders et de projets. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Mais voilà, moi, Echo, je suis là depuis le tout début dessus. Je vous en parlais déjà depuis un moment avec Capet. Et pour moi, ça, c'est le prochain truc à suivre. Donc, on va voir s'il y a des... Encore faut-il qu'il y ait des bons projets et des tokens intéressants qui se lancent et qui vendent des jetons, qui fassent des levées. Mais ça fait partie de l'alpha. C'est changement de paradigme. C'est-à-dire que autant on a eu un changement de paradigme en mode on passe de plus en plus instit et beaucoup plus de choses sur BTC, autant sur le game des altcoins, il y a aussi un changement de paradigme où les gens en ont marre des VC qui abusent, qui ont des valorisations de baisers, qui leur donnent sur la gueule. Ils en ont marre des meme coins ou des plateformes qui leur extractent la gueule, style les pump funds, etc. Et là, c'est un truc qui va dans ce sens-là de on veut une approche qui est plus fair, plus égalitaire, où tout le monde a des chances qui sont davantage comparables parce que la crypto, c'est beaucoup plus transparent surtout. Mais ouais. C'est ça. Je te laisse remettre mon écran si tu veux bien. Ouais. Je le fais tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Pourquoi j'insiste sur le côté transparent ? Parce que vous avez vu, on a des projets qui lèvent en seed, en pré-seed, en round 1, 2, 3, 17 et tout, à des valorisations différentes, des clauses différentes, etc. Des trucs bizarres. Là, en fait, les projets déjà vont peut-être moins chercher à s'associer avec des market makers chelous, liés à des agences cheloues, etc. Donc, ça après, il faut toujours des market makers. Hein. Non, mais il y en aura. Ça ne remplace pas. Mais ça peut être mieux. Je suis assez utopique sur ce sujet-là, et je trouve que le fait d'ouvrir le bal avec Plasma est quelque chose de très positif. Alors déjà, on vous a fait toute la mise en bouche de Echo, c'était bien, Kobe, machin. Le fait d'avoir le réseau Echo et le réseau Kobe sur ce projet, vous allez avoir accès à des projets top qualité. Et je pense que Plasma va en faire partie. Alors Plasma, on va faire très simple. Ça va être le Hyperliquid du stablecoin. Voilà. J'ai envie de l'appeler comme ça. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue tech, c'est pareil. C'est un mécanisme de consensus hot stuff. Donc, c'est les trucs qui auraient été utilisés par Sui, Aptos, Hyperliquid, customisés pour du stablecoin. Et l'idée, c'est d'avoir le layer 1 des stablecoins où tu peux faire circuler des stablecoins sans frais. Le tout backé par des grosses pointes. On a du Bitfinex, Bybit, Paolo Arduino, de Tether.
Donc, c'est du très lourd. Et donc, pour cet ICO, ça va être un cas très particulier pour participer. Et c'est aussi ça que je trouve intéressant avec Sonar, c'est que ça va pas être toujours les mêmes schémas. On va avoir des schémas un petit peu faits sur mesure pour engager la communauté. Et c'est ce qui va permettre à certains projets qui font preuve de créativité de peut-être briller face au reste du marché. Là, en l'occurrence, donc ils nous disent que pour participer à cet ICO, alors on n'est pas payé pour vous en parler, je ne pense pas y participer, mais je vous donne toutes les conditions et vous verrez si ça vous intéresse pas. En gros, il y aura une phase de dépôt où vous déposez des stablecoins dans un vault, soit de l'USDT, soit de l'USDC, soit de l'USDS, soit du DAI, dans un vault Plasma, fait sur mesure, qui est fait par leur partenaire Veda. Alors Veda, apparemment, c'est une boîte qui fait plein de vaults et qui gère déjà, je crois, plus de 2 milliards de dollars d'actifs. Voilà. Ensuite, quand vous déposez vos fonds, vous gagnez des unités. Donc c'est un peu un système de points, c'est-à-dire que plus vous déposez beaucoup d'argent et plus vous déposez tôt, et plus vous allez accumuler de points. Et en fonction du nombre de points que vous allez accumuler, vous allez avoir une allocation qui est plus ou moins grosse en jetons XPL, en sachant que ces jetons seront à une valorisation de 500 millions de FDV, ce qui est quand même assez gros, voilà. C'est pas non plus rien, mais c'est les mêmes règles pour tout le monde. Et je me dis qu'il y a du gros bonnet derrière, donc peut-être que ça va prendre. L'idée, c'est au final de venir un petit peu concurrencer Tron, tu vois. Tron qui est un peu aujourd'hui le layer 1 du stablecoin USDT. Bah là, l'idée, c'est de faire une sidechain de Bitcoin. C'est-à-dire que c'est une blockchain qui fonctionne en parallèle de Bitcoin, qui est totalement compatible VM et qui est ultra rapide, qui est fait pour du stablecoin. Et je pense qu'il va y avoir plein d'interfaces entre Bitcoin et Plasma qui vont être faites, parce qu'on a vu que Lightning Network, ça n'a pas du tout été un succès, qu'on se le dise. On commence à entendre parler de Layer 2 sur Bitcoin. Et bah, là, c'est pas vraiment un Layer 2, c'est une sidechain avec un espèce de bridge trust minimize entre les deux. Voilà. Donc, je suis très curieux de ce que ça va donner. J'ai pas trop compris à quoi sert le jeton XPL, si ce n'est que ça va être le jeton qui va permettre d'exploiter la blockchain. Mais on nous dit qu'il n'y a pas de frais sur les stablecoins, donc je comprends pas trop. Peut-être qu'il y aura juste un frais de gaz, mais pas de frais supplémentaires, je sais pas trop. Et les dépôts vont ouvrir dans 2 semaines. Donc, on va suivre ça avec attention. En fait, je vais te compléter un petit peu avant par rapport à tout ça. En fait, je pense que c'est aussi une offre qui est un peu là. Enfin, peut-être que je me trompe, honnêtement, hein, mais qui peut être là pour concurrencer. Enfin, je parle de Sonar. Hein. Je pense qu'il est là pour aussi concurrencer okay. Binance, dans le sens où en fait maintenant les public sales, c'est un peu devenu genre bon bah t'achètes du BNB, tu le stake ou tu le lock chez Binance et t'espères recevoir des jetons en échange, quoi. C'est ça. Et globalement, les projets payent super cher pour être sur Binance, pour être listés, pour avoir ce genre de choses. Est-ce que, en soi, la solution Sonar de Echo, elle est pas là aussi pour mettre la pression sur les exchanges en mode, bah, en fait, les users investissent sur les tokens avant qu'ils arrivent sur un exchange comme Binance. Et parce qu'ils lèvent de l'argent via un grand nombre quand même de retail, donc de particuliers, et bah, c'est aussi un moyen de mettre la pression à des exchanges type Binance ou autre pour se faire lister, tu vois, plutôt que de devoir les payer pour être listés et derrière faire une sorte de fausse vente de jetons dessus sur laquelle Binance a totalement la main. Donc je pense qu'il y a aussi de ça dans cette solution-là, et je pense qu'il y a plein de gens qui en ont marre aussi des exchanges centralisés et de leur mauvais comportement sur pas mal de points. Bah, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je vous dis surveillons ça avec attention. Moi, Plasma, le projet aurait pu me tenter, mais c'est vrai que là, les public sales, private sales, je passe un peu, ça m'a un peu saoulé. La période globale des altcoins m'a un petit peu saoulé. Là, je reste un peu en retrait, mais peut-être qu'on va retrouver de l'engouement. Tant pis pour moi, si je rate une occasion, c'est pas grave, je vais surveiller ça et puis on refera le point dans les prochaines émissions masterclass, bien sûr. Après, moi, j'ai tendance à investir des petits tickets sur tous les trucs de Echo. Ouais. Bah, t'as bien raison. Je sais pas du tout si ça payera, mais de toute façon, en fait, c'est tellement des petits tickets que tu peux te permettre de largement gérer ton risque. Et quand je dis des petits tickets, je mets moins d'1% de ce que je possède dans ce genre de truc, quoi. C'est tout petit, quoi. Mais après, c'est sur des trucs comme ça que tu peux faire des multiplicateurs intéressants. Après, 500 millions de FDV, c'est quand même gros. Hein. Surtout par rapport à ce que c'est, mais après, le marché est quand même potentiellement gros. Bref. Je vous laisserai faire vos propres recherches et regarder. Et dans tous les cas, personnellement, je ne me suis pas décidé à investir, ni capette, mais au moins, vous savez que ça existe. Et au moins, vous avez cette information assez en avance parce que c'est pas le genre de truc dont Twitter va parler ou même le YouTube Game FR va parler. C'est des trucs qui sont plutôt internationaux. Et... Tout à fait. Et maintenant, on va parler des marchés financiers. Et plus particulièrement des tarifs douaniers, bah on va répéter ce qu'on a dit pendant l'introduction simplement. On a eu le 28 mai le tribunal de commerce international des États-Unis
qui a dit ces histoires de tarifs, c'est du grand n'importe quoi. Donald Trump a outrepassé ses pouvoirs en imposant son truc depuis le 2 avril. Donc, ils ont voulu faire annuler ces tarifs. Et au final, le 29 mai, donc littéralement le lendemain, eh bien, la Cour d'appel fédérale a suspendu cette annulation. Donc, il y a eu annulation et puis annulation de l'annulation. Et maintenant, on attend la date du 5 juin pour justement voir la décision finale. Et après, la décision finale sera rendue dans les jours après le 5 juin. Donc peut-être le 6, peut-être le 7, je sais pas. C'est pour ça que je vous disais pendant l'introduction que peut-être qu'on va avoir encore du yo-yo sur les marchés cette semaine. Pas que crypto d'ailleurs. Donc restez connectés. Ensuite, on a Bitcoin. On a Trump Media, la société du président, qui lève 2,5 milliards pour se la jouer Michael Saylor. En gros, ils veulent acheter du BTC en bloc. Voilà. Donc ils veulent se faire une petite trésorerie en Bitcoin. 1,5 milliard en actions et 1 milliard en obligations convertibles. Donc, ouais, ils lèvent de l'argent. C'est pas de l'argent qu'ils ont, mais ils essayent de faire une stratégie pour lever le maximum de capitaux pour mieux valoriser, je suppose, sa boîte et copier ce que Saylor a fait. Donc, après, à voir s'ils le font avec autant de détermination. C'est ça. Et ça ferait un petit peu sur le coup. Parce que ils ont. C'est confirmé qu'ils ont levé ou genre ils cherchent à lever Là, si c'est écrit lève, pour moi, c'est que c'est confirmé. C'est un accord, ensuite, donc c'est déjà fait. Ouais. Ensuite, baisse des frais sur des blocs. Je voulais vous en parler rapidement. On en a parlé avec Claire, mais simplement, si vous êtes premium, on passe du coup de 0,99% à 0,49% pour les achats et les ventes de crypto. Et pour les swaps de blockchain à blockchain, pas mal de gens se plaignaient des frais sur des blocs. Voilà. Les frais restent les mêmes pour les comptes non premium. C'est pour ça que je vous dis, si vous faites une action, ça va vous coûter 2%. Si vous commencez à utiliser le produit des blocs, prenez le premium parce que ça va vous permettre d'économiser des frais rapidement. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à passer par le lien en description si vous nous écoutez sur YouTube ou le QR code qui est affiché normalement lors de ce stream. Et si vous voulez voir un petit peu ce que donne l'application sans la télécharger, on a fait une vidéo dédiée aussi sur la chaîne de Coin Academy. Vous tapez Coin Academy des blocs sur YouTube et vous avez notre bon vieux Aigri qui nous a expliqué bien comme il faut toutes les fonctions disponibles sur l'application. La vidéo dure 5 minutes. Ensuite, on a le géant de l'USDC Circle qui s'apprête à rentrer en bourse avec une valorisation estimée entre 4 et 5 milliards de dollars. Donc un peu moins de ce qui avait été dit en 2021 où on parlait plus de 9 milliards de dollars, avec des gros bonnets qui devraient rentrer dans la course, et ça fait une nouvelle boîte crypto qui se placerait en bourse avec une capitalisation qui est pas non plus minable. Donc ça fait aussi de la presse pour faire parler des crypto-monnaies aux alentours. On voit plus ta tête si jamais, je crois. Ouais, ok, c'est la cam qui s'est coupée, je la remets tout de suite. Quand elle a trop chaud, elle se coupe. Merde, je te remercie de m'en avoir parlé. Ensuite, on a Bybit qui décroche Mika. Alors ça, c'est vraiment la folie. On est passé de Bybit liste noire AMF à Bybit Mika. Je pense que ils ont fait les boss, j'ai envie de dire. Ils ont fait les boss, en fait. Tant que Mika cassait les couilles, tout le monde s'est mis en conformité. Tout le monde a perdu des parts de marché. Ils ont dit fuck la conformité. Ils ont pris le marché. Ils ont laissé les leviers à leurs utilisateurs autant de temps qu'ils ont pu. Comme ça, ils ont fait v'là le volume, v'là le fric, pris v'là les places de marché. Ensuite, ils sont revenus voir les régulateurs au calme, en mode comment on s'arrange, combien ça coûte. Et puis maintenant, ils ont leur petit Mika, donc ils ont un passeporting européen. Donc ils peuvent faire leur marketing dans n'importe quel pays de l'espace économique européen. Par contre, ils n'ont pas MiFID 2. Ils peuvent proposer un marché spot, mais pour ce qui est des leviers, ce sera pas pour tout de suite en Europe. Là, ça va être plutôt la course entre différents acteurs, notamment Kraken, qui, on en a parlé la semaine dernière, a obtenu tout ce qu'il fallait et qui ont déjà lancé des produits avec levier dans l'espace économique européen. On va avoir OKEx, on va avoir Gemini, je crois, on va avoir Coinbase. Bitpanda, je pense que ça pourrait arriver un petit peu plus tard. J'ai pas trouvé d'informations très claires à ce sujet-là en ligne, mais je pense qu'ils vont pas se laisser faire. Donc, peut-être que d'avoir des leviers dans l'espace économique européen, ça va relancer un petit peu d'activité sur le marché aussi. À voir. Sinon, vous avez toujours les produits on-chain comme Hyperliquid pour le faire. On a la SEC qui abandonne les poursuites contre Binance. Donc, grosse news. Je pense que Binance sont très contents. Est-ce qu'il y a eu un petit peu... Binance US, tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a eu des bisous entre Trump et CZ? Je sais pas. En tout cas, CZ s'est permis de tweeter un Gary Gensler en mode clown, avec un nez de clown. Donc, je suppose qu'il est plutôt confiant. Honnêtement, j'ai été assez choqué du tweet de CZ. Le tweet est ouf. Le tweet est ouf. Voilà, il a juste tweeté Gary Gensler sous IA avec un nez rouge de clown. Je pense qu'on est sur la plus grande humiliation publique jamais eue.
Non, mais là, on est quand même sur le leader, enfin, l'ex-CEO et propriétaire de la plus grosse plateforme de crypto qui tweet l'ancien régulateur de la SEC en clown. Je ne sais pas si on connecte. Mais ouais. Complètement. Et je vais faire très rapidement sur les dernières actualités et le Fonda. Je suis un petit peu léger sur le Fonda, mais comme je savais qu'on allait parler de la formation et tout, ça fera plus de matière pour la semaine prochaine. On a Circle qui gèle 58 millions d'USDC sur 2 wallets liés au token Libra. On a un wallet qui a plus de 44 millions d'USDC, je crois, et un second wallet qui est lié à la création du token. On ne sait pas qui a demandé le gel des fonds. Voilà, on ne sait absolument pas. Mais en tout cas, ça sent moyen bon pour le président. Hein. Mais je pense qu'il n'est pas bien le cousin. La semaine dernière, justement, on avait expliqué que la propre enquête qu'il y avait sur lui, il l'a clôturée, quoi. Oui, donc, mais on aura peut-être des petits rebondissements qui vont arriver. Des rebondissements, c'est vrai. Après, je pense que c'est quand même difficile de faire tomber un président. On a bien vu avec Trump qui a lancé son meme coin. Donc, en tout cas, je vois... Enfin... Est-ce qu'il pourrait argumenter que Trump l'a fait aussi, du coup, ça va? Bah ouais, c'est un peu l'idée, et puis ils sont beaux copains en plus. On a eu un record de transactions par seconde sur le Rollup Base et sur l'écosystème général d'Ethereum. Alors on est encore loin d'un Hyperliquid et d'un Solana, mais ça monte, voilà. On a fait une pointe à 165 TPS sur Base et on est monté à 300 TPS, tout écosystème Ethereum confondu. Et dans la même foulée, petit à petit, on a de plus en plus de validateurs qui signalent leur volonté de passer à 60 millions de gaz sur Ether contre 36 millions actuellement, ce qui ferait que le mainnet Ethereum, donc le Layer 1, serait 67% plus performant. Et les experts disent que ça pourrait baisser les frais de 10 à 30% sur le Layer 1, donc ça pourrait donner aussi un petit peu d'activité sur le Layer 1 Ether. Et toujours dans la foulée Ether, on a IBC qui fonctionne entre le réseau de test Optimism, l'écosystème Cosmos et l'écosystème Ethereum. Donc très prochainement, on devrait avoir IBC qui commence à fonctionner. Ouais. C'est ça. Je pense que d'ici quelques semaines, on va avoir IBC entre les roll-up de l'écosystème Ethereum et Ethereum et l'écosystème Cosmos. Et ça va faciliter grandement l'interopérabilité et très probablement baisser les frais aussi. Ouais. Voilà de mon côté pour ce qui est du Fonda et des actus. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur YouTube. Je vais te laisser enchaîner si tu veux parler un petit peu des charts. Ouais. Hop, j'espère qu'on voit mon écran. T'as vu comment mes pages elles chargent vite depuis que j'ai optimisé ce putain de réseau? C'est incroyable, gros. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Du coup, sur le marché crypto, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je regarde surtout BTC. BTC qui, en soi, techniquement, a tout arraché et fait un nouveau all-time high et qui, maintenant, cette semaine, est en train de retester la précédente résistance et qui est la précédente borne haute du range. Donc moi, ce que je disais, c'est que j'espère vraiment sincèrement que ce niveau-là va tenir. Sinon, à quoi on s'expose? On s'expose à ce que ce soit une déviation et qu'on consolide beaucoup plus de temps ici. Dans tous les cas, moi, ma conviction, c'est que le bottom est in et qu'on repassera pas en dessous. En tout cas, ce serait quelque chose qui m'étonnerait énormément. Mais depuis une semaine, quelque chose comme ça, ouais, on est en train de retracer et de se faire un petit peu peur. Donc moi, personnellement, en weekly, je pense que le niveau à tenir en weekly, c'est surtout les 104 500 $. Pour l'instant, on est au-dessus, mais c'est un peu fébrile. Et en fait, je pense qu'il fait un petit peu peur à tout le monde, c'est le fait que, techniquement, sur le top, on a chassé, on a chassé de nombreuses fois. Même chose ici, on a rechassé avant de dump. Même ça, on a rechassé. Donc, on a chassé pas mal de fois avant de dump, ce qui en fait quelque chose d'un peu plus convaincant. Et puis, de l'autre côté, on a tous ces lots qui s'accumulent et qui n'ont pas été chassés et qui ne demandent qu'à être chassés. Donc, est-ce qu'on va les chasser? À quel point ça peut impacter notre weekly? Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui regardent cette zone ici et qui attendent de voir cette zone chassée pour se positionner. Donc, est-ce qu'on va les front-run? J'en sais rien. Mais ceci étant dit, moi, je regarde le weekly surtout. Je regarde le mensuel et le weekly. En mensuel, les EMA sont toujours à la hausse. On a fait la clôture la plus haute en mensuel de l'histoire de Bitcoin. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose. En 2 semaines, les EMA sont assez hautes et pour l'instant, on fait que retester ce niveau sur lequel on avait trouvé de la résistance par le passé. En weekly, les EMA sont aussi haussières et elles sont juste à côté et on reteste aussi ce niveau-là. Donc, personnellement, j'essaye pas trop de timer les choses à court terme. Tout ce que je vois, c'est quand sur les grosses time frames, tout va bien. Par contre, si je devais regarder un peu plus à court terme, moi, c'est vrai que si jamais on prend ces lots et qu'on n'a pas de réaction acheteuse, là, ce sera inquiétant. Dans le sens où si on reteste ce niveau weekly ici
que par exemple au début de cette semaine, je sais pas, on va chercher ici pour derrière repartir, tout va bien. Et je pense même que le fait de repasser au-dessus de ce niveau ici et de le flip à nouveau en tant que support, ce serait vraiment un bon point positif. Mais si jamais par exemple on était amené à chasser cette zone ici et qu'on n'avait pas de rebond ici, ce serait assez inquiétant, surtout que ça voudrait dire qu'on aurait réintégré le range en faisant une déviation. Et l'objectif quand on réintègre un range, c'est la borne opposée, donc c'est ici. Donc c'est pour ça que je veux absolument voir. On peut chasser, on peut faire des choses, etc. Mais je veux qu'en weekly, on clôture au-dessus de cette zone ici. C'est le plus important. En daily, on a même potentiellement... Enfin, on a même pour la première fois depuis un moment fait des creux plus bas que les précédents. Jusqu'à maintenant, on faisait que des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Là, en daily, on a inversé la dynamique et même les EMA en daily et en 12 heures, elles ont été reverse. Donc, c'est un peu inquiétant à court terme. Mais actuellement, ce que je fais, c'est que juste je dézoome pour me rassurer et pour aussi retirer pas mal de bruit, quoi. Donc, sur BTC, on est sur un niveau qui est assez important. J'espère sincèrement qu'il va tenir. Et si jamais il tient pas, pour moi, tout ce qui sera en dessous, ce sera une opportunité d'achat. En partant du principe qu'on a eu le bottom et qu'on veut viser plus haut. Donc, si on regarde, les gros niveaux de retracement qui pourraient être intéressants, on a les 38% de retracement de toute la hausse qui sont ici, qui correspondent au milieu de range, et sinon on a la reload zone. Moi personnellement, je parie pas nécessairement sur un retest de ces deux derniers. Ce qui va vraiment compter pour moi, c'est est-ce qu'on chasse ou pas c'est low, et si c'est le cas, est-ce qu'on a une réaction ici ou pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas touché à mes BTC, j'ai pas pris de profit sur ce que j'avais. Et je laisse courir en fait tout simplement en ce moment. Pour parler peut-être un peu du reste du marché, sur le total market cap qui ressemble pas mal à BTC, on va pas se mentir, tout est toujours nickel, c'est-à-dire qu'on a retesté notre précédente ATH ici en tant que support, c'est-à-dire on l'a testé ici 2 fois en mensuel en tant que résistance, puis ici on la flip en tant que support au retest, en plus de retester 61-78% de retracement de toute cette hausse. Donc c'était vraiment la utilisation parfaite, c'est notamment pour ça que je voulais in. Et donc moi personnellement, je pars du principe que le bottom est in et qu'on retournera pas en dessous de ce niveau-là, ou en tout cas si on y retourne, c'est une opportunité d'achat. Mais pour l'instant, pour moi, up we go. Sur les altcoins, toujours une horreur. Ça, c'est le graphique de la capitalisation des cryptos en dehors du top 10. On voit que c'est à la traîne et qu'on est totalement décalé par rapport à BTC qui est en découvert de prix. Sur les altcoins, on se fait encore caca dessus et on est plus proche des lows que des highs. Je pense qu'on le voit aussi d'un point de vue ratio vs BTC. Donc là, c'est les altcoins vs BTC. On est quasiment de retour sur les lows et surtout, on a une sous-performance de 4 ans, quasiment 3 ans, 4 ans. Si on regarde le total 3, donc qui intègre, qui exclut juste BTC et ETH de mémoire, on est quasiment sur les mêmes niveaux que 2021. On est en train de glisser sous la reload zone acheteuse, donc en paire BTC. Donc ça veut dire que on est sur une sous-performance gigantesque de BTC. Et donc personnellement, moi je m'intéresse toujours pas trop aux altcoins parce que je vois pas trop les choses bouger. Je pense que encore une fois, le marché change d'une certaine manière. Et ça, on peut le voir directement du point de vue instit, puisque du côté des instits, c'est simple. En fait, on n'a que de l'argent qui dégueule dans les ETF. C'est-à-dire qu'on a énormément d'argent qui est injecté dans les ETF, notamment du côté des ETF BTC, où on a fait des plus hauts d'un point de vue net flow, donc la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti. Et donc pour moi, quand on regarde ce graphique-là, je suis désolé, mais la demande, elle est claire. Elle est sur BTC et elle est institutionnelle. Alors après, ces demandes-là, elles se font par vagues, c'est ce que je t'expliquais. C'est pour ça que lorsqu'on a eu une vague d'achat, je m'attendais à ce que les semaines d'après soient encore très positifs. Et au final, c'est ce qu'on a eu. Et là, sur les 2 derniers jours, on a 1 milliard qui est sorti, à peu près. Notamment du côté de BlackRock. Donc, à voir comment ça se passe sur les prochains jours. Mais pour l'instant, moi, je vois rien de très alarmant sur BTC. Certes, peut-être une déviation à court terme qui peut nous amener à une consolidation plus longue. Mais pour moi, quand je regarde le graphique ici, en mensuel et même en logarithmique, je vois pas trop de choses qui m'inquiètent fondamentalement. Peut-être que des gens se disent qu'on refait la même chose qu'ici. Honnêtement, moi, ma conviction personnelle, et peut-être que je me foire à 1000%, mais c'est que on va pas du tout avoir ça. Pour moi, on va pas du tout être dans le même scénario. Dans tous les cas, pour moi, mon point d'invalidation, c'est ce bottom-là. Parce qu'on a retesté parfaitement ce niveau-là, assez proche. Et si on retourne retester ce niveau-là, alors qu'on l'a déjà retesté brièvement sur une panique ici, alors que les US étaient en train de paniquer du côté tech, etc. Voilà. Mais si on regarde les indices US, on est de retour quasiment sur les plus hauts. Alors certes, on est dans une zone idéale d'un point de vue vendeur pour défendre ce dernier sommet, mais ça n'a pas l'air d'être une gueule de marché qui est nécessairement faible.
et je pense que le bottom est in. Donc tant que pour moi je suis bullish sur les indices américains, que je pense que up we go et que sur BTC il y a rien de spécialement nouveau, tranquille. Et puis faut quand même rappeler que sur BTC on a une hausse de 50% en un mois, 50% en un mois et demi. Donc c'est vraiment solide, donc c'est normal que le prix respire. Et voilà. Mais c'est clair qu'on a des premiers signes de faiblesse depuis le début de la tendance. On le voit sur les EMA ici, 9 et 18. Et on le voit d'un point de vue structure de marché, comme je te l'expliquais, où là, on a formé une sorte de M-top pour derrière retester la borne haute du range en weekly. Et si jamais on la perd, en fait, ça aura juste été une déviation. Mais voilà, personnellement, mes horizons de temps sont un peu plus larges. D'un point de vue demande pour le marché, d'un point de vue stablecoin, on a toujours beaucoup d'impression. Ça stagne un peu ces derniers jours, mais si on prend un peu de recul, notamment au weekly ou même au mensuel, la demande est toujours là pour les stablecoins. Donc c'est quand même quelque chose qu'on veut voir, quelque chose qui est assez rassurant. Et après, pour ce qui est des altcoins, sincèrement, personnellement, je ne regarde quasiment rien. C'est-à-dire que je vais vous montrer cet écran, mais il n'y a rien de très intéressant, tout est assez lié à BTC et on n'a pas de surperformance ultra nette. C'est-à-dire que sur les 7 derniers jours, la meilleure performance qu'on a pu voir, c'est un plus 11%. Bon, certes, BTC a corrigé un petit peu, mais il y a rien qui ressort drastiquement. Je trouve qu'il n'y a rien de très intéressant d'un point de vue altcoin. Et donc moi, je me concentre comme d'habitude sur mes deux bagues, à savoir Bitcoin et Hype. Pour ceux qui s'intéressent à Hype, je vais vous partager mon écran. Voilà. Sur Hype, on a été chercher un nouvel ATH la semaine dernière. Enfin non, cette semaine, en début de semaine, je suppose. Et puis maintenant, on se retrouve dans une correction qui est un peu plus violente que je pense que ce qui était prévu par pas mal de gens. Mais pour le coup, si on regarde les EMA en daily, en fait, elles nous ont permis de surfer toute la vague depuis le début. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On reteste ces EMA ici en tant que support, en plus de retester 61-70% de retracement de toute cette hausse ici. Donc moi, j'aimerais vraiment que Hype poursuive cette tendance haussière et nous montre qu'il a de la force en faisant quoi ? En récupérant ce niveau de résistance ici, qu'on a testé ici comme résistance, qu'on a retesté ici en tant que résistance, en résistance niveau ici à nouveau comme résistance, effectivement, après avoir dump en dessous. Moi, je veux qu'on récupère ce niveau et qu'on récupère et qu'on réutilise ce niveau en tant que support. Ça, ce serait vraiment le truc bullish. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et j'ai quand même du mal à croire qu'on retourne sous ces lows. Donc pour moi, tout ce qui s'approche de ici, c'est une zone assez intéressante. Pourquoi ? Parce que ça permet de défendre ces lows. Et surtout, c'est une zone sur laquelle on a eu pas mal de résistance par le passé. Et une zone autour de laquelle on peut encadrer un trade. C'est-à-dire que si jamais on a une structure de retournement assez intéressante ici, on sait à peu près où on peut mettre son stop loss, probablement dans ces eaux-là ou peut-être un peu en dessous pour viser bien plus haut. Et si jamais on n'a pas ça et qu'on récupère ce niveau-là et qu'on a un petit retest, à ce moment-là, on pourrait très bien rentrer sur ce retest-là, mettre son SL ici et viser une poursuite haussière pour faire un nouvel ATH. Donc, évidemment, de la faiblesse sur Hype, mais pour l'instant, en soi, tout ce qu'on fait, c'est retester les EMA en daily. Et pour moi, c'est simple parce qu'en fait, on était juste parti en ligne droite. Faut pas oublier qu'on est passé de $26 à $40 très rapidement. On est monté vraiment à la verticale, surtout avec cette bougie-là. Donc, c'est normal qu'on reteste. Maintenant, il faut trouver du support et build autour de ça. Et pour moi, le vrai premier point possible, ce serait qu'on arrive à reclôturer au-dessus des 35, 35.5 et qu'on réutilise cette zone à nouveau en tant que support pour pousser plus haut. Sinon, je peux peut-être parler un petit peu d'Ether, etc. Alors, Ether, ce qui est un peu relou, c'est qu'on avait une sorte de triangle ascendant comme ça. Mais en fait, on a juste chassé les liquidités et puis derrière, on a reverse pour retester la borne opposée du range dans lequel on était. Donc, sincèrement, Ether, il m'intéresse pas énormément. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, et là où je rejoins pas mal d'autres personnes à ce niveau-là, c'est que, en fait, si on pense que le bottom est in, nous, ce qu'on veut racheter, c'est tout ce qui s'approche de ce bottom-là. Donc, si jamais on pense que le bottom est in, à ce moment-là, si jamais on a un retracement, je sais pas, entre 2000 et 2300, en fait, ça peut nous donner une opportunité de long ici, de mettre un SL ici, et de viser bien plus haut en partant du principe que le bottom est in. Donc, si vous êtes fan d'Ether et que vous êtes bullish sur Ether, en tout cas, personnellement, c'est ce que je chercherais. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais si jamais on a un retracement un peu profond et qu'on a un BTC qui est toujours bullish et que je voulais prendre un peu de risque sur Ether, ce serait probablement ici. Parce qu'à ce moment-là, je défendrais un higher low par rapport à celui-là qui est extrêmement important et qui lui-même va chasser tout et qui est dans une zone de rechargement long terme. Donc, si jamais on a cette zone de rechargement long terme plus une zone de rechargement court terme ici par rapport à cette hausse ici, on aurait pas mal de choses qui s'additionnent, qui feraient sens, et même d'un point de vue risk-reward, c'est là où c'est le plus intéressant, parce que tu peux te dire, ok, peut-être que le bottom est in, à ce moment-là, je me positionne, je prends mon entrée ici, mon risque c'est ça, et maintenant ce que je vise, c'est un retest de la borne haute ou un ATH pour gagner ça,
ou pour gagner ça, quoi. Et donc là, tu as une vraie asymétrie entre ce que tu risques et ce que tu peux gagner. Alors que genre acheter ici, c'est un peu naze. Acheter, genre si on a une cassure au retest avec une entrée là, un truc comme ça pour viser plus haut, oui. Acheter ici à l'aveugle en mode spot, pourquoi pas. Mais si jamais on veut encadrer ses trades et profiter un peu plus du momentum et timer un peu plus les choses, je pense que ici ce sera la zone à regarder absolument sur Ether. Parle-nous de Solana. Ouais, Solana, en fait, Solana, pour moi, c'est très clair, hein, c'est ce que j'avais mentionné avant. On avait cette borne haute, on avait cette borne basse, et donc on a fait une déviation en dessous, on a réintégré, on a été rechercher la borne haute, et maintenant, faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que pour moi, je peux pas rentrer sur ça, mais si jamais je pense que vraiment le bottom est in, à ce moment-là, j'ai une opportunité de me positionner ici pour défendre ce lot. Ou ce que je peux faire, c'est juste attendre d'avoir davantage de consolidation et qu'on rebreak le range par le haut, par exemple. Mais en fait, je vois pas de narrative acheteuse à court, moyen, long terme sur Solana actuellement. Court moyen, pareil, j'en vois pas. Et j'ai du mal à être bullish Solana. Court terme, je suis pareil que toi. J'aime pas ce que je vois. C'est pas que court terme. En fait, c'est même long terme, tu vois. Genre long terme, peut-être que si le marché, tout le marché hausse, évidemment, il fera un nouveau all-time high, etc. Mais moi, je suis un peu en disbelief sur Solana. Hein. J'ai du mal à y croire. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus gros qui pourrait faire péter Solana? Des ETF à la rigueur, des use cases de fou, un retour des meme coins, mais il y a rien qui me fait bander parce que en fait, un ETF sur Solana, est-ce qu'il y aurait de la demande? On a vu qu'un ETF sur Ether, ça n'a pas ramené nécessairement beaucoup de demandes pour l'instant. On le voit encore une fois ici, tu vois, genre les flows ont augmenté, on a des entrées, on est quasiment sur les plus hauts, mais on est sur 3 Attends, on le voit pas, on voit pas ta page. Ah merde. On est sur 3 milliards d'entrées nettes depuis le début des ETF, donc il y a quasiment un an, sur un asset qui en vaut 300, tu vois. BTC, on a eu 50, mais ça vaut beaucoup plus. Donc au prorata, dans tous les cas, au prorata, c'est plus bullish pour BTC. Mais pense pas que Solana serait quelque chose... Enfin, ça peut hyper les gens, ça peut être positif, mais je sais pas. Bon, en fait, je suis tellement dubitatif sur Solana, j'y arrive pas en fait. Ouais, mais je comprends totalement. Mais après, c'est les altes de manière générale en fait. Hein. Non. Ah ouais? Non. Okay. Pour moi, genre là j'étais bullish sol, là j'étais un peu hésitant, mais j'étais bullish sol. Je voyais les narratifs qui étaient clairs, etc. Mais depuis tous les rugs, les meme coins, Trump, l'Argentine, l'avènement d'Hyperliquid, des améliorations sur Ethereum et sur le VM et tous ces trucs-là, c'est surtout qu'il y en a un ras-le-bol des meme coins, je pense. Les gens en ont marre, il n'y a rien qui décolle, il n'y a rien qui prend, il n'y a pas de retail. Voilà. Après, si tu as le retail qui revient, peut-être que ça va refoutre le bol sur Solana. Mais en fait, Solana, c'est la chaîne du retail par définition, quoi. Et quand tu regardes les tendances, tu sais, comme je te montrais Google Trends tout à l'heure, voilà, tu vois, genre les cryptos, il n'y a pas d'intérêt. Je pense que Solana, on est au plus bas quasiment, ouais. Donc voilà, je pense que ça va être difficile de faire mieux. Je suis curieux de voir ce que ça donne, ça, d'ailleurs. Après, c'est tellement nouveau. Mais ouais. Et c'est tout petit par rapport à Solana, je suppose. Ouais, c'est minuscule. Mais quand même, hein. Quand même. Doucement, mais sûrement. Hein. Enfin bref, du coup, personnellement, j'ai pas de conviction sur Solana, j'ai pas de conviction sur les altcoins, j'ai uniquement de la conviction dans BTC et dans Hyperliquid. Dans Ether, si jamais on me donne un retracement qui me permet de jouer quelque chose de sympa. Mais mis à part ça, difficile pour moi de me positionner. Tao intéressant, mais en fait, Tao c'est cool, hein, mais je préfère presque acheter un break de ce niveau-là que de l'acheter ici. Enfin, en gros, qu'est-ce qui pourrait me permettre de rentrer sur Tao? C'est genre on break cette résistance avec un bon setup à court moyen terme, ça pourrait être sympa. Ou qu'on aille rechercher cette zone ici pour défendre ce lot. Mais l'entre-deux, il m'intéresse pas parce qu'en fait, si tu regardes bien, t'as ton bas de range ici, ton haut de range ici, et tout ce qui se passe entre, c'est pas très intéressant. Donc toi, ce que tu veux, c'est soit long le break du range, soit essayer de jouer un higher low ou une bande basse. Mais là, le prix, il est entre les deux, donc ça m'intéresse pas trop. J'ai vu qu'il y avait BNB en mensuel qui repassait au-dessus de ce niveau qui était assez clair, hein, je pense qu'on peut le dire. Donc après, il y a toujours pas de retail, donc pas forcément ultra bullish pour BNB. Et en plus de ça, il y a Hype qui reprend du terrain. Donc, il y a un message dans le chat qui dit Picsou il trade en monthly maintenant en fait, et il a pas tort, hein. Enfin, on en est, enfin, tu vois ce que je veux dire?
Actuellement, je suis positionné sur très peu de choses. Je veux pas m'empiler de stress et surtout, j'ai pas envie de me faire chop dans un truc. Enfin, j'ai très peu de conviction à très court terme, plutôt de la conversion à conviction à moyen long terme, surtout sur BTC. Et après sur tout le reste qui découle, mais je sais pas, ça m'excite pas. Genre, il y a même Doge à la ramasse. Doge, par exemple, je pourrais me positionner si jamais on avait une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là, tu vois, genre pour jouer un retour, mais en soi, de ce que je comprends, en plus, Elon Musk quitte le Doge. Enfin, du coup, il y a cette narrative en moins pour le Doge. Donc, je sais pas, Ouais, après, il y a Doge, ça fait un peu cap. AV qui a bien décollé. J'avais long à un niveau assez cool. Si jamais on joue un higher low là, par exemple, comme sur un Ethereum, ça m'intéresse parce que c'est une zone de rechargement ici long terme qui est elle-même dans une zone de rechargement plus court moyen terme. Et si jamais on retournait dans cet endroit-là, ce sera une zone de rechargement court terme par rapport à cette hausse ici. Donc si j'ai tout qui s'aligne ici, c'est l'endroit parfait pour jouer un higher low. Et si jamais on retourne sous slow, je me casse de AV, tu vois. Mais ça pourrait être typiquement un truc sur lequel jouer, ça pourrait être cool. Et puis après, le reste, tout est à zéro, quoi. C'est ça. Non, mais Les alts sont absolument terrifiants. je sais même plus quoi regarder, genre dans les market cap, dans les Tron, les Cardano, on s'en fout un peu. Mais est-ce que tu aurais envie de shorter ces actifs? Non, parce que je suis bullish BTC. Donc j'ai pas forcément genre en vrai, pourquoi pas, genre si jamais on a un retest de cette zone ici sur SUI, mais SUI je pourrais même pas te citer une app sur SUI qui me donne envie d'utiliser la chaîne, genre. Bah, moi non plus. Il y a des chaînes, ça reste enfin, alors, je suis pas en train de dire personne ici suit. Je sais qu'il y a des gens dans le chat qui l'utilisent. Je sais dans le CT, il y a pas mal de gens qui testent, etc. Mais les gens qui sont sur Sui, c'est pas leur chaîne principale. Genre, c'est une chaîne sur laquelle tu fais joujou en espérant d'avoir un truc cool dessus. Mais pour l'instant, il y a rien. Bah, c'est pour jouer la méta. C'est le méta, c'est le nouveau Solana, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le nouveau Solana, sachant que Solana perd un peu de vitesse, pour moi, actuellement, il y a 3 trucs qui m'intéressent. Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid, dans l'écosystème. Là. Et c'est quelques apps, style AV. Et Bitensor. Et Bitensor, ouais. Mais, mais pas au point d'acheter l'actif. Pourquoi pas, moi, en vrai. Hein, mais c'est juste que j'ai pas trouvé le bon moment pour l'instant. Bon, bah écoute, on est bientôt à 2 heures de live. Quand le chat commence à miauler, c'est que on rentre dans le format. on rentre dans le format. Je pense qu'on fera du coup à 18h la prochaine masterclass au lieu de 19. Ça me fera 20h chez moi. En tout cas, c'était une belle émission. Merci beaucoup encore une fois Claire Balva. Merci beaucoup à Ledger pour la partie sécurité. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous avez tous les liens utiles en description. Voilà. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, des nouveaux streams. À nouveau, on va reprendre l'activité bien comme il faut. Maintenant que le réseau est réglé, le micro est réglé. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. Et je ne serai pas là la prochaine émission, potentiellement, pas sûr, mais je serai en voyage. Donc c'est possible que je ne sois pas là. Je vais tout faire pour être là, mais je serai là. Je serai là pour. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de James Wine en long sur BTC. Ouais, j'en ai pas parlé. J'avais pas parlé. C'est vrai quand que même, des positions à 1,2 milliard on-chain sur des produits dérivés. Ouais, Arrête. C'est de l'actualité, c'est vrai. Et bah écoutez, merci beaucoup. Et puis normalement, j'avais sur la session précédente des produits de craquement de micro. Je devrais pas en avoir sur cette émission, j'espère. Il y a pas eu. Donc ça fait plaisir. Et puis bah c'est tout. Belle émission. Et on se dit à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un petit commentaire pour le référencement sur YouTube. Ciao tout le monde. Tchuss.